Vous êtes prêts? C'est parti. Moi je suis bon. Bon, On y va? Donc le sujet de ce soir, après qu'on ait parlé de la mitzvah, du commandement d'aimer son prochain comme soi-même, nous allons parler de comment aimer la moitié de l'humanité. C'est-à-dire, autrement dit, en fait, pour les hommes, on a besoin d'avoir une appréciation de l'autre moitié, c'est-à-dire le côté féminin, et du côté des femmes, vous avez besoin d'apprécier aussi le côté masculin. Le problème arrive quand on a l'impression que on a un problème d'égalité, d'équivalence ou de complémentarité. Enfin, comme on va le découvrir tout au long de la conférence, on va parler justement de cette relation homme-femme, égalité ou équivalence. Donc c'est ça le sujet officiel de ce cours. Et pourquoi je l'appelais comme ça, égalité ou équivalence? Et premièrement, je vais vous poser une question, vous pouvez répondre, c'est pas grave, même si on ne vous voit pas dans la vidéo. Comment vous écrivez égal? Sans pas écrit pas en toutes lettres, mais comment on écrit en mathématiques le égal? Une barre sous une autre ou une barre sur une autre. Enfin, dépendamment. Si la première barre, elle est masculine ou elle est féminine. Non, je m'amuse. Maintenant, comment vous dites différent? C'est une barre sur l'autre avec un trait en oblique qui whatever, qui passe à travers les deux barres. Ok? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, il y a une certaine... C'est ce qu'on a toujours appris. Donc, il y a une égalité. Maintenant, comment est-ce que vous exprimez ou vous symbolisez l'équivalence? C'est 3 barres. Une barre sous une autre, sous une autre, ou une barre sur une autre. Ok? Et donc, c'est comme ça que... Bienvenue. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on exprime l'équivalence. C'est clair que on a un problème dans notre société. C'est quoi? Le problème de la société, c'est que on veut absolument que on voudrait en tout cas dire que les hommes sont égaux aux femmes ou les femmes sont égales aux hommes. Maintenant, on a peur de dire que les femmes sont égales aux hommes. On dit que les hommes sont égaux aux femmes. Parce que on a peur de dire qu'on n'est pas assez égal. Mais comment vous dites que quelque chose est égal à une autre? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous exprimez ça? Comment vous dites que A est égal à B? Comment vous le dites? Quand la valeur de A est réellement la valeur de B. Ou quand la valeur de B c'est la valeur de A. Et pas seulement la valeur, ça serait équivalent. Mais que c'est réellement ça. C'est-à-dire, autrement dit, on va dire que une feuille blanche du même paquet est égale à l'autre feuille blanche dans le même paquet. Et encore, approximativement, elle aura l'air égale. Mais plus égale que ça, c'est très difficile de faire. Peut-être des molécules, peut-être des... On pourra toujours dire, mais on ne sait jamais, on pourra avoir des différences quelque part. Donc quelque chose qui est égal réellement à l'autre est pratiquement impossible. Donc tout ce débat sur l'égalité homme-femme, c'est un faux débat. Parce qu'il n'y a pas plus différent qu'un homme et une femme. Donc, s'il vous plaît, l'humanité, essayez de comprendre qu'on n'est pas égaux. Vous ne pouvez pas dire que le coq est égal au Sprite. C'est deux choses différentes. Bon, ça va, ni le coq est égal à la poule, si on parle de féminin-masculin. Il parle des droits, là. On ne parle pas de droits, l'égalité des droits, etc. C'est autre chose. C'est autre chose. Le fait de vouloir, c'est-à-dire qu'en fait, c'est clair que on est fait différent. Au niveau de la structure physique, la structure aussi mentale, de la structure psychologique,
Euh, il y a énormément de différences. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on peut demander à ce qu'il y ait une égalité? Est-ce que un homme peut enfanter? Il ne peut pas enfanter. C'est vrai qu'il y en a qui sont des femmes qui, soi-disant, ils sont fait pousser des hormones, de la barbe avec des piqûres d'hormones, elles ont la barbe et puis elles peuvent avoir un enfant. Alors, on dit, ouais, un homme il a eu un truc, mais c'est faux, c'est une femme. Parce qu'on ne peut pas implanter une matrice et changer tout le système hormonal et tout de rendre un homme une femme. C'est pas possible. Ce serait le charcuter pour rien. Autrement dit, c'est clair que quelque part, comment dirais-je, la femme a des attributs que l'homme n'a pas, et l'homme a des attributs que la femme n'a pas. C'est clair qu'on ne peut pas. Alors bien sûr, on va essayer de trouver des stratagèmes pour inséminer des femmes avec des semences d'hommes, etc., pour essayer de donner des enfants à des couples de ci et de ça. Ouais, c'est un peu comme je vous ai dit la semaine dernière, ce que j'avais vu derrière l'autobus, à l'arrière de l'autobus, un petit garçon qui dit « j'aime mes deux papas », mes deux mamans, et ouais, qui dit « ouais, ça t'a choqué, je sais ». C'est pathétique, oui. Et l'autre petite qui dit « j'aime mes deux papas », c'est une catastrophe, c'est une bêtise. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, mais bientôt on va le voir de plus en plus malheureusement, parce que la société veut absolument rendre égaux deux choses qui ne sont pas égales par essence. Donc égal, c'est clair qu'on ne peut pas. Maintenant on pourrait dire l'équivalence. Équivalence des droits, équivalence de statut, équivalence de... Dites-le comme vous voulez. Autrement dit, un homme vaut une femme et une femme vaut un homme. C'est plus juste, ce serait plus juste. Alors, est-ce que oui ou non, est-ce que les deux sont équivalents? Alors moi, je vais vous dire, d'après des études que j'ai fait des recherches. Ici, j'ai une étude qui a été faite par monsieur Serge Ginger, ou je ne sais pas comment il s'appelle exactement, où il a fait des recherches, bien sûr, lui-même, c'est un psychologue, qui a fait des recherches sur la question, à savoir quelles sont les différences entre les hommes et les femmes, et il y en a tellement que on n'est même plus en train de parler d'égalité, c'est clair, et même l'équivalence, c'est pas équivalent, parce que c'est deux domaines complètement différents. Le domaine de l'homme est complètement différent de celui de la femme, comme vous allez le voir. Une seconde, je m'excuse, je l'avais ici, là. C'est sur le couple. Alors, ce qu'il est passé. Bon, je ne l'ai pas dans ce classeur-là. Bon, je m'excuse de vous faire attendre. En tout cas, je vais vous dire ce qui... Alors voilà. Alors, l'étude qu'il a fait a donné tellement de différences que c'est clair qu'on ne parle même pas d'égalité. On ne peut pas parler d'égalité. Différence, vous allez le voir. Je vais vous le donner. Par exemple, entre les hommes et les femmes. Déjà, au niveau les femmes, elles ont le cerveau gauche, la partie gauche du cerveau, qui est beaucoup plus développée. En plus du droit, plus au droit, il y a un corps calleux plus important. Alors que chez les hommes, c'est le cerveau droit qui est développé. Donc directement, on voit que au niveau de physique, au niveau du mental, au niveau du cerveau, c'est pas les mêmes attributs, si vous voulez. Maintenant, il faut bien comprendre, c'est un tableau récapitulatif et que vous pouvez trouver sur Internet. C'est par Serge Ginger. Et ce monsieur a récapitulé un petit peu toutes ces différences-là. Et pas seulement cela, il faut comprendre que c'est la majorité des hommes et la majorité des femmes qui ont plus ou moins, c'est-à-dire dans un certain
dans certains points que je vais vous donner, vous allez voir qu'en fait, c'est dans certains points, par exemple sur l'ouïe, qui est développé chez la femme, beaucoup plus, et ben vous allez voir que peut-être dans 80% des cas des femmes, ça va être comme ça. Peut-être que 20% ne seront pas comme ça. Donc ce qu'il fait, ce sont des statistiques par rapport à des moyennes et à des recherches qu'il a fait. Et c'est de cette manière qu'il va nous donner, en fait, ce qui est globalement différent entre l'homme et la femme. Et il faut savoir que dans chaque point, ça peut être aussi différent. Mais globalement, on va avoir réellement une différence. Alors, c'est certain que, par exemple, si on dit que, par exemple, les hommes ont plus de sens de l'orientation et que les femmes n'en ont pas. C'est vrai que Martine va s'énerver, va dire non, mais je suis capable d'aller jusqu'au Nunavut à pied. D'accord ? Mais c'est clair que la plupart, en tout cas, la plupart des femmes ont moins de sens d'orientation. Peut-être que c'est quelque chose qui est acquis. Autrement dit, c'est parce que du point de vue anthropologique, les hommes avaient besoin, c'était eux qui menaient la famille, c'était eux qui toujours étaient là à s'orienter, et donc ils ont développé cela, et ça s'est transmis de père en fils, et il y a un goût pour cela. Mais... Pourquoi je le sens, alors ? Comment ? Je comprends pourquoi je le sens, alors. J'ai pas compris ce que tu dis. Je comprends pourquoi j'ai le sens de l'orientation. Tu sais peut-être, oui, ouais, effectivement. C'est possible que des femmes qui sont obligées de se débrouiller d'elles-mêmes sont obligées de développer leur sens de l'orientation. Mais si vous prenez un petit enfant, une petite fille, et vous les faites grandir normalement, sans les booster au niveau de leur sens de l'orientation, probablement, d'après, en tout cas, ça peut être, comme je vous ai dit, ça peut être du point de vue comment dirais-je, de la culture, de l'humanité, que c'est comme ça. Mais il y a des choses qui sont complètement différentes. Parce que quand on parle, par exemple, du cerveau qui est plus développé, le cerveau gauche, c'est-à-dire le côté gauche qui est plus développé chez les femmes, et aussi le droit, plus le droit qui est développé, ça veut dire le droit aussi est développé, il n'est pas complètement amorphe. Alors que chez l'homme, c'est plus le droit. C'est pratiquement le droit qui est développé. On voit qu'il y a quelque chose qui est différent au niveau physique. Maintenant, par exemple, chez les femmes, les femmes sont moins latéralisées au niveau du cerveau. C'est que tout le cerveau travaille. Autrement dit, c'est clair que vous pouvez appeler une femme pendant, en tout cas, c'est les femmes au foyer, hein, parce que les autres, je ne sais pas comment elles font au boulot. Je suppose qu'elles se liment les ongles en train de parler au téléphone et en train d'un autre côté de répondre ou d'envoyer un email. Elles sont capables de faire 50 choses à la fois. Et vous appelez une femme qui est une femme au foyer, qui a des enfants, elle a un qui donne le biberon, un cellulaire à gauche, un téléphone normal à droite et un pied qui balance l'autre bébé pendant qu'elle parle. Oui, vous n'avez jamais vu ça? Non, c'est comme ça. Alors que chez l'homme, le cerveau est plus latéralisé, spécialisé, compartimenté. Autrement dit, un homme, ne lui demandez pas de faire ça. Lui, il va se focuser sur ce qu'il a à faire. Il ne veut pas qu'on lui parle de 50 choses à la fois. Il a besoin, il n'est pas multitask. Une femme, elle est multitask. Et c'est pour ça que elle veut travailler dehors, elle veut travailler dedans, elle veut travailler à l'intérieur, à l'extérieur, partout. Non, ce n'est pas exactement ce que je voulais dire, mais en fait, c'est peut-être une conséquence. Si tu nous fais sauter ça, Martine, tiens un truc là-bas. Mais n'enlève pas de... Ok, c'est bon? Maintenant, par exemple, les femmes sont orientées dans le temps. Et non dans le ton. Le temps. C'est clair que les femmes, elles ont une notion du temps qui est d'abord très élastique selon qu'elles font attendre leur amoureux. Mais c'est clair qu'elles sont toujours là à se repérer. Et en fait, elles sont historiques. Vous avez un gars, il a rencontré un copain, il lui a dit, alors c'est bien le mariage? Il dit, ouais, c'est bien, mais des fois ma femme, elle devient historique. Elle lui dit, mais non, elle devient hystérique. Il lui dit, non, tu comprends pas, elle me sort toutes les histoires depuis qu'on s'est rencontrés la première fois, avec tous les détails. C'est ça ce qu'il y a de bien. Ok? Donc, alors que l'homme, il est orienté dans l'espace. Vous demandez à un homme de retrouver l'étoile du Nord, ben, il a plus de chances de retrouver l'étoile du Nord que de perdre le Nord. Ça va? Pourquoi? Parce qu'il est orienté dans l'espace. Si vous parlez des femmes, vous allez voir qu'elles ont un bon sens logique, et un bon sens, et une logique verbale, et une mémoire verbale. Autrement dit, c'est vraiment... Elles ont du bon sens. On voit que les femmes, elles ont du bon sens,
D'ailleurs, très souvent, les maris ils demandent à leur femme qu'est-ce que tu penses, je devrais m'associer avec ce type ou pas. Et tu vois, la femme directement elle dit please, don't do that. Ce type-là, il va te déchirer. Et en général, bon, alors il y en a qui vont dire ouais, c'est la femme qui veut contrôler son homme, etc. Non, mais c'est parce que elles ont un sens, un sixième sens. Elles sentent quand il y a quelqu'un qui est malhonnête. Et ça, on va en parler un peu plus tard. Quand on parlera de la bina, c'est cette capacité de discernement de la femme que Dieu a, que Dieu a donné donc à la femme. Alors que chez l'homme, il a une logique spatiale. Il y a l'orientation, la rotation mentale. On dit, si vous demandez à une femme, quand tu te regardes dans un miroir, quand tu lèves la main droite, est-ce que c'est ta main, où c'est qu'elle est ta main droite? Elle est à droite ou elle est à gauche? Quand tu te regardes dans le miroir, elle est où? Elle est toujours à la même place. C'est où la place? À droite. La main droite. C'est très bien. Donc, toi tu as complètement pris le rôle de l'homme et de la femme. Et vous? C'est l'opposé, tu la vois comme ça. Alors, tu l'as à ta gauche? Oui. Non, c'est faux. Elle a raison. Parce que quand tu es devant un miroir, tu lèves le bras droit, il va être à ta droite. En vrai, quand tu es en face d'une personne, oui. Si je te demande où elle est ta droite, tu ne vas pas me donner ta main gauche. Non, tu vas donner ta main droite qui sera à ma gauche à moi. Mais dans un miroir, c'est autre chose. En fait, il y a des gens qui ont cette difficulté à s'orienter. Alors, chez les hommes, c'est plus facile. Dès 9 ans, les femmes ont 18 mois d'avance verbale sur les garçons. By the way, en passant, comme on dit en français, vous savez que la bar mitzvah chez l'homme, c'est qui? C'est à quel âge? 13. D'où c'est que tu as appris ça? On connaît un peu. Vous connaissez parce que vous vouliez avoir une bar mitzvah? Ouais, c'est ça. Eh bien non. Et c'est parce que vous avez la bat mitzvah à quel âge? À 12 ans. Voilà pourquoi. C'est drôle. Peut-être que justement, ça vient, il y a des raisons, il y a d'autres raisons à cela, mais vous voyez déjà aussi que la fille, elle est plus mûre, elle a une maturité, un bon sens, etc. Une femme à 12 ans et demi, elle peut être une mère, réellement. Bon, actuellement, on ne va pas le faire, on ne va pas le dire, parce que ça ne rentre pas dans les valeurs de notre société, mais il y a des selon la culture des anciennes sociétés, eh ben, c'était tout à fait valable. Dans certains pays, ça se fait encore. Okay. La femme, à partir du moment où elle a un changement physique, un changement dans son corps, elle comprend qu'elle a quelque chose de différent qui se passe. Pourquoi? Parce qu'elle a son corps qui s'apprête à donner naissance. C'est toute une... La femme est plus profonde, elle est intérieure. Tout est autour de ça. Tout est autour de ça, bien sûr. Mais ce que je dis, c'est que la femme, elle est intérieure. Elle a quelque chose qui est en elle. Même physiquement, la matrice, elle est à l'intérieur, elle n'est pas à l'extérieur. Alors que l'homme, ses organes sont à l'extérieur. On voit que vraiment, au niveau physique, les choses sont réellement ce qui se passe au niveau du mental de la femme. On voit aussi que chez les garçons, ils ont un don pour les mathématiques. Mélissa, tu aimes les maths? Non. Ben, je te comprends. C'est le droit du cerveau qui est plus développé. Ça va, mais d'un autre côté, c'est clair que je suis certain que tu adores les poèmes ou tu aimes la littérature peut-être, tu aimes lire, tu aimes les romans, c'est plus facile. Je parle Harlequin, tu dois avoir au moins une bibliothèque de toutes les macertotes de Harlequin. Non? Oui? C'est un empire, Harlequin. Je crois qu'ils vont le vendre à 500 millions de dollars ou 1 milliard de dollars, je ne sais pas combien. Imagine, ils pondent je ne sais pas combien par jour de romans. En fait, ils changent les noms, etc. Ils changent les noms, la couleur des yeux, etc. Ils font ils matchent une histoire avec l'autre et ils te font un autre. C'est faramineux. Bon, en tout cas, mais il y a toujours des jeunes filles qui ont besoin de rêver au prince charmant et donc elles achètent leur Harlequin. Mais écoutez, donc. Maintenant, donc on voit que les garçons, maintenant c'est vrai, alors il y en a qui vont dire, c'est de la discrimination. Sur 24 000 élèves, combien de surdoués en maths chez les filles? Pas beaucoup. Sur 24 000? Ça n'a rien à voir avec les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. C'était des élèves avec... 10 000 max.
10 000 surdoués en maths sur 24 000. Ouais. Chez les Max, filles. Max. Maximum. 10%. 10%, c'est-à-dire autrement dit 2400 filles surdouées en maths sur 24 000. Moins, je pense. Combien toi tu dis? Moins. Allez, vas-y, lance-toi. Tu vas dire zéro. Lance un chiffre, Mélissa. 1000 filles. Hein? 1000. 1000 filles. Mélissa. 500. 500. Tu sais que normalement, si on était à The Price is Right, tu aurais gagné. Parce qu'il y en a zéro. Oh my. Bah, normalement, tu ne peux pas aller moins que zéro. Donc, on va dire tu es le plus proche. Il y en a zéro. Mais Alors je que connais chez des les filles. garçons, sur 24 000 élèves, il y a 63 garçons surdoués en maths. 63. Tu sais ce que ça veut dire, un surdoué en maths? Ça veut dire que tu lui dis, c'est quoi la racine carrée de 2540,2? Et lui, il te fait comme ça. Bah, c'est Hein? facile. 362,65 302. Non, je ne sais pas. En tout cas, pour vous dire, il y a ça, c'est des surdoués en maths. Et il y en a. Et il y en a. Bon, alors, il y a 63 sur 24 000. Alors, vous imaginez un petit peu la différence. Mais il y a... Bon, vous allez me dire, c'est peut-être, c'est simplement culturel. C'est que les hommes, ils ont développé le goût des maths, alors que les femmes, ils n'ont pas développé le goût des maths. Mon œil. Excusez-moi, moi je vais vous dire quelque chose. Quand il s'agit de faire des recettes, et qu'elles ont besoin de calculer qu'est-ce qu'elles ont besoin, de combien de trucs, je veux dire, le goût des maths, il se développe, on en a besoin. Quand elles vont faire des achats, je vous assure qu'elles ont besoin de faire savoir qu'est-ce qui reste dans la carte de crédit. Oui, donc qu'est-ce qu'elles font? Elles font un petit... Ah non, quand ça passe pas, ça passe pas. Oui. Pourquoi tu dis pas tout simplement? Parce que si tu prends l'histoire des maths depuis le début, Oui. c'est que logique d'homme. C'est vraiment, quand tu prends l'histoire des maths depuis le début, il n'y a pas de femme qui a créé, qui s'est mis dessus. Mais je n'ai rien à dire, je dis simplement, que c'est très rare de trouver une femme... C'est pas la même logique, c'est normal, parce que les maths, c'est une logique créée par des hommes. C'est vraiment la logique d'un homme. Oui, c'est possible. Ce que tu dis, ça a du sens. Mais moi, je dis des réalités. La réalité, c'est qu'on voit qu'il y a des différences complètes. Par exemple, chez la mère, on voit que son point, c'est de nourrir la progéniture. Oui. Alors que chez l'homme, c'est chasser le gibier. Autrement dit, c'est lui qui est un chasseur, un guerrier, comment dirais-je, un pourvoyeur. C'est lui qui doit le faire. Si un homme ne le fait pas, il est comme on dit en hébreu arabe, misken. Il n'a pas de vie. Si un homme n'a pas la possibilité d'apporter à sa famille, au moins de participer, il va vivre une vie malheureuse. Je t'en prie, donne-moi de l'eau. L'autre. D'accord? Cette eau-là? Oui. Alors c'est clair que oui, c'est bon. C'est clair que chez les femmes, elles ont un cocktail qu'on appelle un cocktail hormonal qui est fait de Cocktail Molotov. un molotov qui peut s'enflammer au quart de tour. Alors, on a, par exemple, les oestrogènes chez les femmes, plus la progestérone, plus l'ocytocine, plus la prolactine. Vous imaginez un petit peu le type, la moyenne enfin, comment ça s'appelle, le cocktail, le mélange alors que chez l'homme, Il n'y en a qu'une? c'est quoi? La testostérone. C'est l'hormone de conquête, une seule hormone. Et ça ne veut pas dire que la femme n'a pas de testostérone, elle en a aussi à moindre niveau. Mais pour vous dire un petit peu, bon, il y a énormément. Par exemple, des choses qui sont plus, comment dirais-je, claires. On voit que elles ont une ouïe développée et érotisée. Autrement dit, tu racontes des beaux mots ou des beaux barres à une fille et tu l'as dans la poche. Voilà, tu l'as dans la... Voilà. Maintenant, alors que l'homme, lui, c'est quoi? C'est la vue qui est développée et érotisée. C'est clair qu'il repère et elle écoute. Et après, on danse la Java, comme me disait mon prof. D'accord? Maintenant, chez les femmes, elle perçoit plus de nuances de couleurs parce qu'elle a plus de cônes. De là, j'ai rien dit, c'est vous qui l'avez dit. D'accord? Alors que l'homme, il perçoit mieux les formes et le mouvement. C'est clair ça, il n'y a pas à dire. Les formes et le mouvement. Il n'y a qu'à voir dans une boîte de nuit, même quand il y a les stroboscopes là, et trucs,
il arrive à découvrir si c'est un homme ou une femme. Ouais. D'accord? Bon, Nechaim, j'ai déjà fait la bercha. Les cônes. Ouais, c'est quoi les connes? Ah, le cône. Ouais. Les femmes, elles ont beaucoup plus de facilité à faire les nuances dans les couleurs parce qu'elles ont plus de cônes. Des cônes, il y a les bâtonnets et les cônes dans le système oculaire, quoi. Je ne vais pas dire exactement. Je pense que vous pouvez aller faire votre biologie 201, je pense. Vous allez voir ça. Maintenant, en tout cas, il y a tellement d'autres choses. Donc, il y a une chose très intéressante, c'est que par rapport au suicide, il y a beaucoup de tentatives chez les femmes, mais peu de décès. Autrement dit, elles fake beaucoup. Elles appellent toutes les copines, elles préparent l'ambulance à côté, après elles prennent soi-disant les comprimés, après elles appellent le 911. Juste après, le temps que... Ça s'appelle un atterrissage en douceur. Donc, maintenant, alors que on parlait donc de chez l'homme, oui, pour les suicides, il y a malheureusement moins de tentatives, mais beaucoup plus de succès, plus de suicides réussis. D'accord? Donc, même, je veux dire, à la conception, il y a 140 garçons pour 100 filles. Alors, vous dites où c'est qu'ils sont passés? Déjà, il y a plus, par exemple, à 20 ans, il y a 95 hommes pour 100 filles. Heureusement. 95 hommes pour 100 filles. À 80, il y a 58 hommes pour 100 filles. Ils ont plus grande longévité. Comment? Ils ont plus grande longévité, les filles. Non, au contraire. Enfin, dit, Oui, non. Ils ont 58 ans pour... Excuse-moi. Bah oui, tu as raison. À 20 ans, il y a 80 hommes pour 100 filles, oui. 95 hommes pour 100 filles, ça veut dire qu'il y a moins. Il y a plus de voilà. À 80, il y a beaucoup plus de femmes, puisque les femmes, elles auront peut-être, elles vivent jusqu'à... Je pense actuellement, oui, il y en a plus. Mais actuellement, c'est à peu près 80. Je pense qu'elles vivent jusqu'à 80, et les hommes, c'est 78 ou quelque chose comme ça. C'est pour ça que on voit qu'on a un débalancement. Maintenant, alors, comme on a dit à la conception, il y a 140 garçons par rapport pour 100 filles. Alors, où c'est qu'elles sont passées, puisque on est plus ou moins à la naissance, on est autant d'hommes que de filles. Comment tu dis 140 à la conception. 140 hommes pour 100 Ils ne sont pas suicidés. Il y a des fausses couches. Ouais. Les fausses couches, la plupart des fausses couches, c'est des garçons. Ah ouais? Ben oui, c'est ce qui est... Parce que sinon, ils sont passés. Ouais, mais je sais, mais pourquoi? Je sais pas. C'est drôle. Ça rentre. J'ai une explication. C'est pas très drôle. Mais... C'est pas drôle, mais j'ai une explication qui est basée peut-être au niveau de la Kabbalah ou autre, mais je peux pas la dire parce que je n'ai pas lu ça. J'imagine. Ouais. J'imagine que quand il y a une raison, il y a une raison à cela. Même quand un enfant n'est pas sorti entier à 9 mois, il y a une certaine... Genre des prématurés, tu parles? Non, pas prématurés, je parle des avortements, pas des avortements, des enfants, des nés... Non, des fausses couches. Ouais, des ouais, fausses ouais, couches. ouais, Pourquoi il y a plus de garçons? J'ai une raison, je pense, de l'avoir, mais je préfère ne pas en parler parce que j'ai pas lu ça. Et j'aime pas parler de quelque chose que je n'ai pas réellement rencontré au cours de mes lectures. D'accord? Maintenant, on voit qu'il est clair que on ne peut pas avoir d'égalité. On a les hommes qui sont faits comme ils sont, les femmes qui sont faites comme ils sont, qui sont faites comme elles sont plutôt, et on va se poser la question, est-ce qu'un homme vaut une femme, est-ce qu'une femme vaut un homme? Eh bien, je vais le dire. Sur comment dirais-je, ok, je ne pense pas que la meilleure équipe féminine pourrait gagner la meilleure équipe masculine. Comment? C'est le sport où il n'y a pas de... C'est mix. C'est l'escrime, peut-être, non? Non, même pas. C'est l'équitation. L'équitation. C'est le seul. Et encore, parce que ça dépend du poids.
Non, même pas, mais c'est vraiment, c'est le seul, le mix, il n'y a pas de... Il n'y a pas de différence. L'équitation. C'est possible. Je n'ai pas. La seule chose que je peux vous dire, c'est que au niveau que on peut pas, il est clair. Il est clair qu'on ne peut pas avoir d'équivalence. Ça veut dire, autrement dit, une équipe féminine ne peut pas valoir une équipe masculine. Maintenant, si vous allez me dire, je ne sais pas, dans d'autres domaines, je ne sais pas, dans n'importe quelle autre chose, peut-être dans la poésie, peut-être qu'il y a plus de femmes que d'hommes, ou qu'elles sont beaucoup plus reconnues, j'en sais rien. Je n'ai pas, je n'ai pas fait d'études là-dessus. Mais on est clair que quelque part, les valeurs, ou la valeur dans un domaine est plus forte chez un homme que chez une femme, et des fois, la valeur dans un domaine spécifique, par exemple, on va le prendre au niveau littéraire chez les filles, elle sera plus grande que chez les garçons à tel âge, etc. On va voir que c'est pas, autrement dit, ce n'est pas équivalent. Même l'équivalence n'existe pas. Maintenant, est-ce qu'il y a une complémentarité? Alors oui. Parce que ne demandez pas à un homme de préparer sa petite fille de 4 ans pour sa graduation à la garderie. Il faut qu'il matche les petites chaussettes avec le petit ruban et la robe avec comment ça s'appelle, les motifs, et avec les chaussures qui doivent aller avec ça, et puis la coiffure, lui faire des nattes. Vous allez le tuer. Oui? Tu te vois, toi? Ben, moi, des fois, j'ai ma petite fille qui vient me dit, papy, fais-moi le truc. Je lui mettre sa pince. Bon, je sais pas comment elle fait. Ça, je suis capable, mais laissez-moi un petit peu de temps, quoi. C'est bien, quoi. Je suis capable de faire des choses, mais c'est clair que le papa, s'il se lève, il doit aller au travail et que sa fille doit la préparer. Il va falloir qu'il demande des conseils, il appelle sa soeur, sa truc. Si sa femme n'est pas là, il va falloir qu'il fasse ça. Eh bien, ça va être un casse-tête pour lui. Comment faire les choses bien. Alors que la femme, elle a planifié ça avant qu'elle ait les enfants. Mais bien sûr. Comment je vais habiller ma petite fille pour la graduation? Oui ou non? Ouais. Oui, voilà. J'ai un témoignage de jeunes filles, et parce qu'elles ne sont pas encore mariées, donc déjà, quand elles n'ont rien à faire, elles sont en train de planifier les tenues pour chaque occasion de leur petite fille. Hein? C'est possible. Bon, alors on voit que c'est tout à fait complémentaire. On a besoin des uns et des autres. On a besoin, c'est clair que si vous prenez une prise de courant, oui, il y a le mâle et il y a la femelle. Pourquoi on appelait ça? Parce que la prise, c'est la femelle, et la fiche, c'est le mâle. Parce que quand il rentre après, il s'en fiche. Elle n'est pas très bon goût, hein, mais il faut savoir que c'est très malheureusement ce qui se passe. Donc, en fait, il faut comprendre que tous ces problèmes qu'il y a dans les couples, c'est parce qu'il n'y a pas assez comment dirais-je, pas une question de réciprocité, c'est une question pas seulement de complémentarité, d'appréciation de l'autre. Et c'est la base de tout. C'est la base. Imaginez dans la relation entre un homme et une femme, supposons des gens qui s'aiment, ok? Mais il faut comprendre que c'est 2 corps différents. Pourquoi est-ce que Dieu a fait 2 corps différents qui doivent se rencontrer et qui doivent fusionner? Je ne dis pas ça pour... c'est parce qu'il faut comprendre qu'en fait, l'homme et la femme étaient à la base collés. Parce que ce n'est pas normal. Imaginez, chacun a son entité corporelle. Comment est-ce que un corps peut intégrer un autre corps? C'est quelque chose qui est pas... je veux dire, vous ne pouvez pas... je ne sais pas, vous allez dans la rue... comme ça, s'il n'y avait pas d'âme, s'il n'y avait pas d'attirance, s'il n'y avait pas de relations humaines, s'il n'y avait pas de construction de relations profondes, il ne pourrait pas avoir de fusion des corps. Et en fait, quand un homme doit se marier, ou une femme doit se marier, en fait, c'est l'homme qui doit
rechercher la femme. La femme aussi doit rechercher, mais c'est l'homme qui est supposé aller, entre guillemets, à la chasse. C'est pas la femme. Bon, la femme, c'est vrai qu'elle attend. Maintenant, c'est vrai qu'on imagine que ça se fait de plus en plus, que c'est les femmes qui vont draguer les hommes. Ça se fait, malheureusement. Mais en fait, naturellement, ça se fait. Et vous ne savez pas, mais ça se fait malheureusement. Et il y a, normalement, selon la Gemara explique que, si je me rappelle, oui, c'est dans Kiddushin, l'homme part à la recherche de ce qu'il a perdu. Parce que quand l'homme a été créé, il a été créé avec sa femme collée, et Dieu l'a séparé. Et de là, il a créé à partir de cette entité qui était la femme, il a complété, il a donné la forme qu'on connaît. Et on va rentrer un petit peu maintenant dans ce sujet, parce que c'est intéressant de savoir comment, jusqu'à quelle profondeur ça va. Ce fait de comprendre qu'en fait, un homme, il ne peut pas simplement avoir une relation avec une femme et dire c'est fini, je m'en fiche, autrement dit. Non, c'est pour ça qu'il y a eu l'institution qui s'appelle le mariage. D'ailleurs, actuellement, il y a une grande controverse par rapport au guet. Il y a des hommes qui ne veulent pas donner le guet, etc. Comment ça se fait? Oui, mais on ne se pose pas la question qu'en fin de compte, la Torah, quand elle a institué les Kiddushin. Avant qu'elle ait institué ça, un homme, il trouvait une femme, il la prenait, comme dans la société des hommes de caverne, il la prenait, allez, viens, il la prend, et après, il fait ce qu'il veut avec elle. Quand il en a marre, il lui dit ciao et va-t'en. Mais là, la Torah, elle a créé autre chose, elle a créé une institution qui s'appelle le mariage, mais basée sur des choses très solides. Et pour protéger la femme, il y a ce qu'on appelle des kiddushin, une sanctification, et ça se fait à travers de l'argent. C'est-à-dire qu'on donne la valeur à la femme. Non, c'est un minimum. Mais pas seulement ça, parce qu'on n'a pas continué à étudier. Il y a aussi la ketouba. La ketouba, ça peut aller à des... Pourquoi? C'est quoi la ketouba? C'est que s'il advenait qu'il doit se séparer de cette femme, il doit lui donner beaucoup d'argent. J'aimerais bien que ça arrive, ça. Oui, bien sûr, mais on te souhaite. On te souhaite que... étant donné que c'est déjà fait, quoi. Le divorce a été consommé. Bon, mais si, normalement... Parce qu'il y a un problème, c'est que dans notre société actuellement, quand on vit avec des goïms, on suit la loi des goïms. La loi des goïms, elle est basée sur ce on a enseigné dans la Torah. Oui. Par exemple, le fait qu'il y a des comment ça s'appelle les indemnités, ou je sais pas, quand quelqu'un divorce, un homme, il doit donner, ou la femme maintenant, la pension alimentaire. Maintenant, c'est plus une pension à le monteur, parce qu'il ne donne rien du tout. Mais il y a aussi, maintenant, selon la loi, c'est que si, malheureusement, parce que on a perdu un petit peu les valeurs, c'est que la femme, elle devrait donner à l'homme s'il n'a pas assez d'argent. Ah oui, si l'homme ne travaille pas et que la femme a de l'argent, c'est elle qui donne, oui, pour les enfants, pour donner, pas pour lui, pas pour l'époux, pas pour pouvoir donner, Mais nous, chez nous, même dans certaines sociétés, en tout cas en Israël, je pense, ils donnent des maisonnotes à la femme. Même si elle n'a pas d'enfant, jusqu'à ça a à voir. Non, mais il y a la pension alimentaire pour enfants et pour l'ex-femme. On parle de la femme. Maintenant, on ne parle pas de la pension alimentaire pour les enfants. Pour la femme, elle reçoit quelque chose. Je ne sais pas ici au Québec comment ça fonctionne. Aussi. Donc même autrement dit, si la femme elle a de l'argent et l'homme n'a pas d'argent, théoriquement, c'est qu'il va donner une pension alimentaire pour l'homme. Je parlais du guet là. Maintenant, le guet, c'est pas le guet. Je parle quand la ketouba. La valeur de la ketouba, c'est quoi? C'est que, en fait, un homme va donner de l'argent à la femme, ce qui a été préétabli avant le mariage, pour lui permettre de vivre pendant un certain temps, jusqu'au moment où elle aura la possibilité de s'organiser dans sa vie.
D'accord? Oui, mais pourquoi ça se fait pas? Personne Pour- ne fait alors ça. je te dis, alors ce qui se passe, c'est que dans nos sociétés occidentales, je ne sais pas comment ça se passe actuellement chez les musulmans, mais une minute. Mais ça a été remplacé par les pensions alimentaires. Ça a été remplacé. Ça a été remplacé. Ok. Oui, ça a été remplacé. Mm. Maintenant, quand on fait la ketouba, on la signe, etc. S'il n'y avait pas de loi civile où on donnerait une pension alimentaire, normalement, la femme devrait recevoir. Mhm. Donc, autrement dit, la Torah et les Hachamim Ce qui se passe, ont, c'est que le mec- excuse-moi, ont protégé la femme, et la femme juive spécifiquement, pour qu'elle ait de quoi vivre au cas où il y a un divorce. Ça veut dire, autrement dit, tu viens pas, tu prends une femme et tu la jettes quand tu en as marre. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a une responsabilité par rapport à ça. Réfléchis avant de faire n'importe quoi. C'est vrai que c'est pas facile de laisser un homme et une femme dans la même. C'est comme si tu mettais, je sais pas, dans une prison mettez deux personnes, deux gangsters ou un qui a fait quelque chose de grave, l'autre pas grave. C'est pas évident qu'ils vont pouvoir vivre ensemble. C'est clair que non. Ils vont peut-être se supporter, mais dans un couple au début tout est beau. Très souvent ça va plus, et très souvent il y a de la haine après. Donc comment on fait pour résoudre ces problèmes? La Torah elle a pensé. Elle a prévu ça. Donc autrement dit, ce que je veux dire, c'est que dans la réalité, pourquoi je parlais de ça? C'est parce que quand on se marie avec quelqu'un, il faut bien comprendre, c'est une affaire sérieuse. Heureusement que Dieu, il a créé comment dirais-je, ce charme qui s'appelle l'amour, la romance, etc., cette attirance homme-femme qui provient en fait du manque. Ça veut dire que la femme, elle voit qu'elle n'a pas quelque chose qui sort vers l'extérieur, et l'homme, il voit qu'il n'a pas quelque chose à l'intérieur. Et que l'autre, elle a ce qu'on appelle des attraits féminins, et lui, il a des attraits masculins. Donc, quelque part, il voit qu'elle est différente. Donc, on est attiré par le différent. Et on est attiré par le charme, on est attiré par ci, par ça. Heureusement qu'il y a ça, parce que sinon, pourquoi est-ce qu'un homme et une femme partageraient leur corps? Il faut réfléchir, c'est quelque chose de... Quand on y réfléchit, on se dit, mais comment et toute l'humanité continue comme ça. Il y en a qui se révoltent, ils ne veulent pas se marier, ou ils vont avec des hommes avec des hommes, des femmes avec des femmes. Il y en a qui veulent des hommes avec des hommes, ils veulent avoir des enfants. Pourquoi? Parce que tout le monde est en train de tout se déglinguer. Mais, quelque part dans l'humanité qui est encore plus ou moins normale, il faut réfléchir. Pourquoi est-ce que on va se mettre un dans l'autre? On va fusionner. Ben, en fait, c'est parce qu'en fait, les Hachamim nous expliquent dans la Gemara, dans le Talmud, Iruvin 18a, folio A, ils nous enseignent que Adam et Chava ont été créés dans un seul corps. D'accord? Mais ce corps, il avait deux faces, et qu'ensuite, ils ont été séparés. D'accord? Le fait qu'ils avaient au début un seul corps nous indique également que la femme n'a été créée que pour être un ustensile à l'homme pour qu'il puisse engendrer. Autrement dit, il y a, je pense, quelques espèces, ou je ne sais pas combien, qui elles-mêmes se reproduisent d'elles-mêmes. D'accord? Dans le monde animal. Mais dans l'humanité, c'était différent. Ça a été différent. Comment? C'est de l'hermaphrodite. L'hermaphrodite. Alors, maintenant, ce qui se passe, c'est que chez l'homme, ok, au départ, il y avait cela. Donc la femme, à la base, elle était là, dès le départ, c'était une partie de l'homme. En fait, quand on n'est pas en train de dire, ah, il y en a un et l'autre. Non, c'est une partie de l'homme qui est une partie qui sert à ce que l'homme puisse se réaliser et engendrer d'autres enfants. Pourquoi? Pour faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire faire du bien dans le monde. Grosso modo, on ne va pas rentrer dans ça maintenant. Et il avait, attention, ils n'avaient pas chacun libre arbitre, mais ils avaient leur libre arbitre, hommes et femmes ensemble, dans le même corps, qui était représenté par leur corps qui était unique, et donc ce libre arbitre était unique pour les deux, qui étaient dans le même corps. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, pour le mariage, de ce que je disais tout à l'heure, l'histoire du mariage civil, ça n'existe que pour les sociétés occidentales. Enfin, Écoute, je ne sais pas exactement ce qui se passe chez les musulmans ou chez les... Ils reconnaissent, quand le guet et tout, n'est prononcé par exemple au Maroc, c'est prononcé que par un rabbin. C'est-à-dire, il n'y a pas de mariage civil. Attends, ne mélange pas. Non, Attends, tu parles des juifs ou tu parles des sociétés non juives?
Moi, je dis juste les sociétés. Tu parles des juifs ou des... Chez les juifs. Chez les juifs, oui. Il n'y a pas de chez les Alors, chez les juifs, c'est le get, c'est la ketouba qui fonctionne. Comme en C'est la Israël. mais je te dis juste que... Actuellement, je ne sais pas comment ça se passe au Maroc, je te dirai la Non, vérité. je te dis juste, c'est comme ça. Je te dis que c'est comme Alors, ça. si c'est comme ça, c'est comme ça, Il n'y c'est a pas de bon. mariage civil. Contrairement ici, tu dois faire le mariage Ok, structuré. ok, d'accord. Ok, donc au Maroc, c'est resté comme avant. Voilà. Même maintenant. Non, en Israël, c'est pas comme ça. Bah, plus maintenant. En Israël, non, en Israël, il y a le mariage civil qui est baptisé, il y a le mariage religieux, mais il y a les lois civiles qui vont gérer les divorces après que le divorce a été fait au niveau, ou avant ou après, en tout cas, je ne sais pas comment ils font, au niveau religieux. C'est-à-dire que ça va en tandem. Mais au niveau de l'argent, au niveau de l'argent, ça va être réglé par les tribunaux. Est-ce que c'est tribunaux religieux ou pas religieux qui le font? Je ne sais pas exactement. Mais ça passe par des lois aussi civiles. Alors qu'au Maroc, lui me dit que ça se passe uniquement au niveau religieux. Le guet, c'est donné par le rabbin. Le mariage, en tout cas, il est Le guet, c'est le guet. Le guet, c'est l'acte de divorce. Maintenant, la ketouba, c'est les indemnités après. Mais je te dis, le tout, oui. tout le mariage du mariage, mariage au guet, c'est le tribunal rabbinique qui s'en charge. Il n'y a aucun moment, il n'y a pas de mariage civil. J'ai bien compris. C'est ça. J'ai bien compris. C'est clair. Il n'y a pas de mariage civil, tout est fait religieusement. Ouais. Et la vérité, c'est l'idéal. Enfin, on sait où c'est qu'on se place là. D'accord? Maintenant. Donc on a dit qu'au départ, ils avaient le même corps, ils avaient un seul libre arbitre. Maintenant, cependant, Adam était tellement... Haram, c'était l'homme, c'est un homme qui a été créé par Dieu. Donc c'est pas un homme comme nous qui a été... qui s'est atrophié là, au niveau de l'intelligence, même au niveau humain. On n'a pas la force d'Adam Rishon. Adam Rishon, c'était un être pratiquement divin. S'il avait attendu jusqu'à Shabbat, sans manger du fruit défendu, on aurait été connecté à Dieu, comme quand il va avoir après le Mashiach. Après le tikkun que le Mashiach va faire. Imaginez un petit peu. C'est-à-dire, on va communier avec Dieu. Adam Arishon, il aurait dû faire ça. Après, il a fauté. D'accord? Et là, il est descendu de Madriga de niveau. Alors donc, Adam était tellement racham, il avait une connaissance extrême de la vérité. Parce qu'il a été créé par Dieu qui est émet. D'accord? Qui est vérité. Il avait une connaissance étonnamment grande de Hachem et des créatures auxquelles il a donné le nom adéquat à chacun. D'accord? Par exemple, Ari. Je prends Arié. Arié, c'est le lion. Il fait Arié. Non, je ne sais pas si c'est ça exactement, mais il a donné les noms qui fonctionnent avec à chaque entité. Il avait cette connaissance naturelle, d'accord, que Dieu lui a donnée. De plus, il ne votait pas. Il n'avait pas de problème. Et il n'en avait aucune intention. Il n'avait aucune intention d'aller vers le mal. Le mal était quelque chose qui était en dehors de lui. C'est comme s'il voyait une pierre, là. Il n'y a rien à faire. Avec une pierre, il n'y a rien à faire. Il savait peut-être que c'est chaud, il ne faut pas le toucher. Mais encore. C'est dangereux. Ne rentre pas les doigts dans la prise. C'était là. C'était extérieur à lui. Le Satan, lui, il ne pouvait le convaincre de fauter. Pourquoi? Parce qu'il n'avait aucune intention. Il n'y avait aucune... Il n'y a rien qui l'intéressait dans la faute. D'accord? Et donc, il ne pouvait pas le convaincre. Et il n'a mangé du fruit que pour faire la volonté, de faire plaisir à Chava. Pourquoi? Chava, elle n'était pas infaillible. Chava, c'était, quand il a été séparé et donc elle devenait une entité indépendante de l'homme, en général, qui était créé par Dieu. Donc, Chava était, si vous voulez, elle a été enlevée. Elle a été enlevée à Adam Arishon, et donc elle n'était pas infaillible. Et là, bon, c'est vrai qu'on ne va pas entrer dans toute l'histoire de la faute d'Adam maintenant, éventuellement on en discutera. Ce qui est très très difficile à comprendre, parce que ce qu'on comprend de la faute d'Adam Arishon, ce n'est qu'une approximation. Parce qu'on ne peut pas comprendre quelque chose qui est pratiquement divin. Adam Arishon, c'est un être presque divin. Donc comment est-ce qu'on peut comprendre qu'est-ce qu'il a fait? Il y a la Torah qui nous explique. Éventuellement, on fera un cours sur ça. D'accord? Pour le moment, Chava, elle, donc, elle n'était pas infaillible. Elle s'est laissée tenter par le serpent ou le Satan.
Satan, c'est celui qui tanne. Il tanne, comme on dit. Satan. Et puisqu'il ne pouvait fauter, Adam Arishon ne pouvait pas fauter, puisque de toute façon, c'était extérieur à lui. D'accord? Alors qu'il était encore soudé. Et qu'il fallait qu'il y ait dans le monde autant d'incitation au bien qu'au mal. Autrement dit, il fallait que le mal sorte dans le monde. Donc Hachem les a séparés pour que le Satan puisse s'attaquer à Chava, qu'il la fasse fauter, et qu'elle, à son tour, entraîne l'homme dans la faute pour qu'il y ait un voilement de Dieu. Autrement dit, qu'il y ait maintenant une nécessité pour l'homme de dévoiler, d'enlever le voile du Yetzer Hara, celui qui ne nous laisse pas regarder Akadosh Baruch Hu. Enfin, regarder entre guillemets, contempler la divinité. Autrement dit, le Satan, c'est ce qui vient nous mettre la poudre aux yeux. Le Satan, c'est le chef de l'illusion. D'accord? C'est clair? Il était là pour que nous, Regardez. on l'enlève par la suite. Bien sûr. En fait, Adam, ça c'est vraiment, c'est rentré dans l'histoire de, c'est vraiment sur l'histoire de la faute de Adam. On pourra en discuter. Pour le moment, la seule chose que je veux dire, sinon vraiment on va rentrer, on va se perdre, on va perdre l'intérêt de notre sujet qui est comment comprendre le rôle de la femme et de l'homme dans le judaïsme réellement. Quelle est la place de l'homme, quelle est la place de la femme? Est-ce que l'homme est, entre guillemets, supérieur ou inférieur? C'est quoi cette histoire? On a dit qu'il n'était pas égal, mais peut-être qu'il pourrait être supérieur, ou la femme pourrait être inférieure, puisque nous sommes... On est différents. On n'est pas équivalent et on n'est pas égal. Mais qu'est-ce qu'on est? On a dit qu'on est complémentaire. Maintenant, est-ce qu'il y a... Là, on est en train comment dirais-je, de brûler les étapes. Mais quand on est le matin et on dit Baruch Shelo Asani Isha, béni soit Dieu que tu ne m'aies pas fait femme, il y a un problème. On peut se poser la question, peut-être que c'est pas bien d'être une femme, puisqu'on remercie Dieu de ne nous avoir pas fait femme. On remercie Dieu d'être comme on est. Toi, tu remercies Dieu d'être comme tu es. D'accord? En tout cas, comment? C'est étonnant, au lieu de dire merci de nous avoir fait comme on est, on a dit de nous pas avoir fait femme. Et les femmes, au lieu de dire de nous pas avoir fait homme, ils ont mis exactement une prière comme on est. Et oui, bon, alors on va en reparler. Laissez-moi finir ça, d'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'il y ait cette séparation pour que le Yetzer Hara soit renforcé dans le monde et pour qu'il y ait un équilibre entre les deux Yetzer. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas d'équilibre entre les deux penchants, on n'aurait pas de valeur. Si on avait plus de Yetzer Hara Tov, alors c'est clair que quelque part, le Yetzer Hara il va dire écoutez, il a une longueur d'avance, je ne peux rien faire. Mais le Yetzer Hara, c'est un malard, il veut nous faire fauter. Pourquoi on dit qu'on est avec le Yetzer Hara et on obtient le Yetzer Hara Oui, alors c'est pas exactement ça. C'est pas exactement. Parce qu'on a donné 9 mois à l'enfant dans le ventre de sa mère pour justement qu'il apprenne la Torah entière. Donc en fait, quand à la naissance, il arrive dans son inconscient, il arrive avec une connaissance de tout, qu'il oublie parce que le malach lui fait oublier, pas spécialement à cause de ça, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas, qui ont pas, c'est pas tellement la différence. On dit que c'est ça, mais c'est symbolique. Moi, je pense que c'est plus au niveau esthétique. Mais c'est clair qu'il lui fait oublier, le malach. Maintenant, le Yetzer Hara vient. Pourquoi? Parce que l'enfant est égocentrique, il veut tout prendre. Le fait de prendre, c'est exactement ce que le Yetzer Hara veut. Le Yetzer Hara, il veut qu'on ne fasse que prendre. C'est ce qui est le contraire de donner. Alors que Dieu, c'est de donner. Donc le Yetzer Hara, c'est de donner. Donc, quelque part, l'enfant, il naît, il veut tout attraper. Quand il grandit, petit à petit, il apprend à être sevré. D'accord? C'est vrai? Oui. Alors maintenant, quand on va voir que plus tard, il va apprendre à donner. Éventuellement, celui qui donne naturellement, c'est peut-être qu'il a une âme qui lui donne facilement, il a une longueur d'avance parce qu'il va jouer un rôle dans le monde. Je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais pour chacun, c'est un petit peu différent selon son âme, selon les calculs du bon Dieu. Moi, je ne connais pas tous les détails. Mais ce qu'on peut savoir, c'est qu'il va avoir un développement du mal, bien que dans son inconscient, il va chercher tout ce qu'il a appris dans le ventre. Il va essayer de retrouver et de combattre ce qu'il a comme Yetzer Hara Tov qui est à l'intérieur de lui réellement. Et là, il va le développer.
Là, il va le chercher. D'accord? C'est bon? Ouais. Maintenant, la raison pour laquelle, à la bar mitzvah, le Yetzer Tov, il rentre. Mais là, il y a la vraie bagarre. Parce qu'avant, la bar mitzvah, c'est intéressant de le dire, c'est que avant, quand l'enfant il faisait les choses que ses parents lui demandaient, c'était pour faire plaisir aux parents. C'était pas sur Yetzer Tov. C'est plus pour faire plaisir aux parents, c'était une question d'éducation. Mais là, il commence à avoir de la DA, de la connaissance, de la conscience, et là, il va commencer réellement à faire ressortir tout son bien. Ok? Mais le Yetzer Hara qui est là pour l'empêcher. Alors là, il y a une bagarre, et jusqu'à la mort pratiquement, jusqu'à un certain âge, le Yetzer Hara ne nous laisse pas. Est-ce que, Oui. Une question comme ça, est-ce qu'on peut dire que le Yetzer Hara, il est... Plus fort. Est-ce qu'on peut dire que le Yetzer Hara, il quitte l'homme à partir de 120 ans? Il quitte l'homme même avant. Selon, si j'avais lu, je ne sais pas dans quel Gemara, à un certain âge, il le laisse. Après, quand il voit que ça y est, il n'est pas arrivé avec lui, il le lâche. Quand il voit qu'il n'y a plus rien à faire, un peu avant 120 ans. Je dirais même, je pense 70, 80. Parce qu'un homme, quand il arrive déjà à 35 ans, il se pose des questions. Parce que normalement, maintenant disons 40, parce que l'espérance de vie a augmenté. Mais quand il passe de l'autre côté de la courbe, il sait qu'il va vers la mort. Donc il se pose des questions, il réfléchit à l'avenir. Et c'est pour ça d'ailleurs il est préférable, par exemple, pour le Rosh Hashanah, Kippour, etc., de prendre un Shaliach Tzibour, un officiant qui a plus que 35 ans et qui est marié. Pourquoi? Parce qu'il a une conscience déjà, il a des enfants, il sait de quoi il parle, il a une connaissance de la vie, il sait qu'il est parti de l'autre côté de la courbe de l'espérance de vie. Donc c'est sûr que plus on va vers la mort, et plus oui, mais bien entendu, il faut quand même avoir travaillé avant. Il faut travailler. C'est pas quelqu'un qui a fait le Playboy jusqu'à 50 ans. Il ne faut pas espérer qu'à 70 ans, il arrête de regarder les. J'ai pas dit les filles. On ne regarde pas une fille, on regarde ce qu'il y a chez la fille. Tu comprends? C'est un Playboy, c'est un Playboy. Tu comprends ce qui l'intéresse. Donc, c'est sûr que cette personne-là, elle va avoir une difficulté. Le Yetzer Hara ne va pas la laisser, parce qu'il n'a pas fini. Il va lui donner des chances. Dieu, il va lui donner une petite panade, il va se réveiller, il va dire peut-être qu'il va mourir, pour le faire réfléchir. Il y en a qui font teshuva avant de mourir. Il y en a qui arrivent. Il y a pas, c'est faisable, on a déjà vu ça. Et d'ailleurs, la Gemara, je pense que c'est bien dans Kiddushin aussi, non, dans Berachot ou Kiddushin, en tout cas, elle dit qu'un homme, et je crois que c'est bien dans Kiddushin, qu'un homme, avant de mourir, il dit qu'il regrette d'avoir fait toutes les bêtises qu'il a fait. Réellement, il ne regrette pas, il regrette réellement d'avoir fait toutes les bêtises qu'il a fait, et il s'est considéré une teshuva. Donc, d'un autre côté, s'il y a un tzaddik là comme ça, qui à un moment donné, avant de mourir, il dit qu'est-ce que j'aurais pu m'éclater, moi qui étais si beau gosse. Ouais. Et si et ça, et tout le fric que j'avais, j'aurais pu faire les 400 coups, les 800 000. Il perd tout. Il perd tout. Donc, c'est grave l'histoire. Il perd tout, il recommence à zéro, c'est ça il a perdu ses mérites. Ouais, il a perdu ses mérites. En tout cas, donc, je reviens parce que je voulais partager ça avec vous. Donc, la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu ne les a pas créés séparés dès le départ, et que Hachem voulait que le Yetzer Tov ait une longueur d'avance. Parce que le Yetzer Hara, c'est un salopard, il est très très dangereux. Donc Akadosh Baruch Hu, il les a créés ensemble, et il voulait que le Yetzer Tov ait une longueur d'avance, autrement dit qu'ils aient développé quelque chose déjà de bon au départ, dans le monde. Et qu'il soit renforcé en Adam, de façon à ce qu'il puisse plus facilement ne pas se faire avoir par l'illusion, par le voilement du mauvais penchant. Ce qu'on appelle le Hester. Le Hester. En tout cas, mais le Hester, c'est le voilement. Tout ce qui est illusion, tout ce qui est télévision, tout ce qui est utilisé par le marketing, c'est le Yetzer Hara qui contrôle. Pourquoi? Parce que c'est du voilement. D'accord? C'est clair. Maintenant, dans cette situation première, quand ils étaient collés,
La femme n'était qu'un kéli. Comme j'ai dit, c'était un ustensile pour l'homme, sans possibilité de choix elle-même. Ce n'est que quand elle a été à l'extérieur de l'homme qu'elle pouvait choisir. D'accord? Quand la femme a été collée avec l'homme, c'était Adam, c'était les deux. Adam, c'était l'homme et la femme. L'homme et la femme ne pouvaient pas fauter. Donc Dieu, il a séparé, la femme a été en dehors. Quand elle a été en dehors, elle était plus protégée par l'entité Adam, et plaque, elle a pu fauter. D'accord? En vérité, dans la Gemara Sanhedrin, dans le Talmud, à page Kaf Bet, c'est-à-dire 22 folio A, on nous apprend que même actuellement, d'accord, le cadre et le libre arbitre de la femme est d'être un kéli pour l'homme, être un ustensile pour l'homme. Par exemple, c'est écrit que quoi? Que la femme, c'est écrit dans la Gemara, Haïcha Golemhi. C'est un golem. C'est un genre d'être sans. Je sais que c'est un peu difficile à dire dans notre société, mais au départ, au niveau spirituel, c'est un être qui est sans choix personnel. Sans choix personnel. Ve'ena, sans volonté. Attends une seconde. Ve'ena koretet berit. Et elle ne contracte une alliance qu'avec celui qui en a fait un kéli. Autrement dit, et je veux dire quelque chose qui est très très important pour les jeunes filles, et ça, il faut le savoir, que quelque part dans l'inconscient des femmes, maintenant c'est vrai que tout ça c'est amoindri, tout ça c'est enfoui dans l'inconscient collectif. Dans notre culture où les femmes se donnent à 12 ans ou à 8 ans, whatever, donc on n'apprécie plus rien, on ne sait plus, on n'a plus les trucs. Mais quand on va dans une société qui est encore normale, où on voit des jeunes filles qui attendent de se marier ou qui n'ont pas attendu, alors la Torah dit que en fait la femme, elle est inconsciemment, dans le fond de son subconscient, de son inconscient, elle a comme contracté une alliance avec le premier homme qu'elle a eu. Parce que c'est lui qui en a fait un kéli, autrement dit, qui a fait, à travers la première relation, la possibilité de donner un enfant. C'est pour ça qu'ils sont obligés de se marier, c'est ça? Histoire de... Non, c'est pas pour ça qu'on est obligé de se marier. Non, mais là, l'histoire de si un homme va avec une femme pour la première fois, il est obligé de se marier. Ah oui, dans la Torah, si un homme, il va avec une jeune fille, il est tombé amoureux, et il n'a pas pu se retenir, ils ont fait des bêtises qu'ils ont fait, et bien normalement, il devrait la marier. D'accord? Sinon, on n'oblige pas. S'il a violé, c'est autre chose. S'il a violé, il doit payer un certain montant, je ne sais pas à quel âge elle a, enfin il y a des détails, etc. Mais c'est sûr que c'est écrit Maher Yer Maher Ena. Ça veut dire que c'est écrit que si ils ont fait ça parce qu'ils s'aimaient, ou parce que, en tout cas, il doit se faire vite de la marier. C'est le conseil de la Torah. Mais ce n'est pas, s'il n'a pas fait, il n'a pas fait ce que la Torah a conseillé de faire. Mais par exemple, disons, dans les cas comme ça, si la fille, elle, je sais pas moi, elle va chez le rabbin, elle a dit voilà, il m'a fait ça et moi je veux me marier avec lui. Parce que, justement, je suis devenue un Attention, dans la loi de la Torah, si elle a été violée... Non, pas violée. Si elle a été violée, il doit la prendre comme femme. Non, j'ai compris, mais dans le tu cas comprends? où il n'est pas Maintenant, si elle ne veut pas se marier avec lui, alors il doit payer. Bon, maintenant, vas-y. Si c'est pas violé et c'est une relation consentie... Oui, et que lui, il veut toujours pas la marier, mais que elle veut. Donc, est-ce qu'elle a le droit, elle aurait le droit d'aller chez les rabbins et de dire, moi, j'ai été truc, j'ai été... Ça, c'est quand c'est violé, quand elle était violée. Non, et que les rabbins, le convaincre. Oui, s'ils peuvent le faire, oui. So that's my question. Oui, bien sûr. S'ils peuvent le faire, ils vont le faire. Elle veut se marier, si la fille, elle le veut et que elle veut se marier avec lui et que elle sent que ça va lui échapper et qu'elle après elle va perdre son, j'en sais rien. Elle est amoureuse de lui, elle veut que ce soit lui. Normalement, la Torah conseille. Maintenant, si les rabbins ils peuvent le convaincre de se marier, ce serait la meilleure des choses. D'accord?
Parce que, comme j'ai dit, il ne faut pas qu'ils s'en fichent. Vous voyez à quel point la Torah, elle protège. Elle veut protéger la fille. Elle veut protéger comment dirais-je, la dignité de la fille. Elle protège la dignité de la fille. On ne peut pas venir et violer quelqu'un et partir, ou on ne peut pas faire soi-disant je t'aime, et puis faire ce qu'il veut, et après... si c'est consenti, c'est consenti. Consenti, c'est consenti. Maintenant, c'est sûr que si c'est un viol, et que la fille, elle était déjà engagée dans un mariage et tout ça, il y a d'autres dynimes dans la Torah. C'est très compliqué, toutes ces choses. On ne peut pas tout maintenant détailler. Donc simplement, pourquoi? C'est-à-dire, autrement dit, la femme, elle a une alliance au fond d'elle-même. Et pas seulement ça. La nature de la femme, c'est de ressentir son honneur et son importance par le kavod et l'importance de son mari. Ça veut dire que la femme, sa nature, maintenant, il y a des femmes qui sont des premières ministres ou des politiciennes. On ne parle pas de ces femmes-là, qui, elles, sont des hommes, à la limite, dans leur... en tout cas, elles se bagarrent avec des hommes, donc elles sont capables. Tu comprends, Madame Thatcher, je ne sais pas, son mari, peut-être qu'il rentrait chez lui, il venait avec une armure, je ne sais pas, c'était la dame de fer. Et, écoute, il faut le faire, comme on dit. Donc, et Golda Meir, je veux dire, un peu, je lui mettrais une barbe. Elle fait peur, cette femme. Indira Gandhi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on dira d'elle, mais elle était capable, Indira Gandhi. Donc, c'était, et il y en a de plus en plus. Mais quand vous voyez Madame, comment elle s'appelle, Angela Merkel. Et, hein? Tu la vois, c'est un bulldozer. La vérité, moi, je trouve qu'elles ont beaucoup de mérite, elles sont capables, pourquoi pas? J'ai pas de problème avec ça, moi, personnellement. Si elles peuvent faire mieux que les hommes, eh ben, tant mieux. Je veux dire, de toute façon, c'est pas elles qui décident toutes seules, mais si elles sont capables de faire mieux qu'un homme, why not, avec plaisir. J'ai pas de problème avec ça. Mais pour les femmes juives, il faut savoir que c'est autre chose. On va en parler maintenant. Selon le Zohar, donc on a dit que la nature, je répète ça parce que on n'a pas mis assez d'emphase, la nature de la femme, c'est de ressentir son honneur et son importance par le kavod, par l'honneur et l'importance de son mari. Autrement dit, si une femme, elle avait plutôt un mari, ou elle n'avait pas un mari assez important dans la société, elle se sentirait pas bien. Elle aurait honte un peu de son mari, elle dirait, tu vois, si par exemple, il fait rien, tu comprends? Si c'est chacun avec le mari qu'une femme elle a décidé d'avoir, d'accord? Elle a aimé pour ses beaux yeux, mais le type, je veux dire, 2 plus 2, attends, je dois demander à ma mère combien ça fait. Tu comprends? Mais il est beau gosse, il sait très bien danser sur les haut-parleurs dans les boîtes de nuit. Pas de problème. Mais est-ce qu'il va être capable d'apporter, je sais pas, de tenir une conversation avec les amis? Elle a fait un bac ou une maîtrise en biochimie et le type, il ne sait pas compter encore. Et il y a un problème quelque part. Elle ne va pas être fière de son mari. Elle va avoir un problème. Maintenant, c'est vrai que les jeunes filles, elles font comment ça s'appelle, des carrières. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une société où si la femme n'a pas de travail, pas de carrière, comment le couple va faire? Parce qu'il faut bien comprendre, avant, la société avait plus d'hommes qui travaillaient que de femmes, beaucoup plus. Donc les richesses naturelles d'un pays, les richesses de tout ce qui était fait, il y avait pratiquement, il y avait moins de chômage. Pourquoi? Parce qu'il y avait des richesses qui étaient dispatchées, qui étaient distribuées, et donc un homme, au lieu de gagner 50 000 $, disons, en termes actuels, il gagnait 100 000. Donc c'était de quoi faire vivre une famille. Mais là, étant donné que les hommes s'en fichaient des femmes et ils les envoyaient balader, on retrouvait des filles mères, elles faisaient les trottoirs, ou elles se faisaient embarquer dans des réseaux de prostitution, ou elles se retrouvaient dans des piqueries. Va savoir qu'est-ce qui se passe. Quoi? Piqueries. Oui, des piqueries. Bon, alors c'est dangereux, autrement dit. Il est préférable, dans une société où il n'y a plus de valeur, et où on voit que les hommes ne donnent pas de kavod, ne donnent pas d'importance aux femmes, que les femmes se défendent.
Donc on se retrouve à vivre dans une société où les cartes sont redistribuées. Bon, quelque part, il ne faut pas oublier que la femme, chez nous, elle a comment dirais-je, en tout cas dans le judaïsme, la femme a quelque chose à faire. Elle doit engendrer le plus d'enfants, avoir le plus d'enfants possible pour elle et pour son mari. Parce que c'est les enfants qui vont lui donner la possibilité de grandir, pas seulement dans ce monde, mais dans le monde futur aussi. D'avoir une descendance. Et de là, faire la volonté divine. Maintenant, si elle doit travailler, eh ben, il vaut mieux qu'elle trouve, je sais pas, pharmacienne, c'est très bien, il paraît, ça gagne très bien. Elle peut faire une pharmacienne à la pige. Quand ça lui fait plaisir, elle va travailler. Quand elle a pas, elle a un bébé ou quoi, elle dit ciao, je reviens quand je veux. Elle a toujours son truc. Et elle travaille à ses heures et elle va faire l'argent qu'elle va faire. Et elle va aider son mari, ou son mari, ils vont avoir de quoi fonctionner. Ou elle va être professeure, elle va travailler à mi-temps pour pouvoir s'occuper des enfants, pour pouvoir s'occuper de sa maison. Parce qu'en fin de compte, je sais pas, je sais pas si vous comprenez qu'est-ce qu'elles font les femmes actuellement. Hein. Elles se réveillent pour préparer les lunchs. Bon, le mari peut aider. Il ne faut pas oublier que le mari, si c'est dans un couple qui est juif, qu'est-ce qui se passe? Il doit aller à la synagogue. Oui, il doit étudier avant d'aller au travail. Il doit aller au travail, il doit revenir du travail, il doit aller à la synagogue. Il rentre à la maison, il doit rester un peu avec les enfants, sa femme manger, il doit repartir pour étudier un peu de Torah, parce que sinon, où c'est qu'il va étudier la Torah? Quand est-ce qu'il va étudier? Vous s'écrivez à Gita Boyom le matin, le soir. Donc, quelque part, il faut qu'il étudie. Donc, il revient le soir après à 10h. Ben, théoriquement, il devrait donner quelques bisous à sa femme. Ouais. Et elle, entre-temps, elle a retourné le monde. Elle s'est levée un peu plus tôt que lui pour pouvoir préparer pour les enfants le truc, parce qu'au passage, lui dépose les gosses, ou elle va les déposer, ou il va avoir l'autobus, whatever, ce qu'il va avoir. Mais elle doit préparer à manger. Elle doit préparer elle-même. Si elle doit aller travailler, elle doit se préparer aussi à manger pour elle, pour son mari, pour aller travailler. Elle revient du travail à 5-6 heures, elle doit préparer à manger. Elle doit baigner les enfants, elle doit faire le lavage, le séchage, le repassage, l'esclavage, tout, le sevrage. On sait vraiment ce qu'elle doit faire. Elle doit faire lavage, parce qu'elle doit allaiter son gosse. Va savoir. Tellement de choses. C'est impossible. Moi, je ne sais pas comment elles font, ces femmes. J'ai de la peine pour elles. La vérité, j'ai de la peine pour elles. Comment? Elles ont des bonnes. Autrement dit, elles vont travailler pour les bonnes. Autrement dit, elles vont vouloir, attention, elles vont, ok, ça va, elles vont faire une partie. Elles ne vont pas faire le lavage, le repassage, le ménage. D'accord? Elles vont faire le maquillage. Elles vont faire les travaux avec les enfants. Parce qu'à moi, elle n'est pas paressée, elle va faire des travaux. À moins qu'ils soient riches et qu'ils aient le staff à la maison. 4 ou 5, un qui fait ça, l'autre qui fait ça, l'autre la cuisine. Il faut faire à manger. Il faut qu'elle se fasse belle pour son mari, parce que sinon, les enfants, d'où ils vont venir? La cigogne. Eh bien, la cigogne, c'est une idée. Mais il faut réfléchir. Il faut réfléchir. En tout cas, de toute façon, on revient un petit peu à nos moutons. Le Zohar, il dit quelque chose de très intéressant sur la paracha Teruma, à la page 166, folio A. Il dit le but de la femme est défini par Kiner Mitzvah. Il y a un passage qui dit Kiner Mitzvah Vetora Or. Parce que la bougie, c'est la Mitzvah, et la Torah, Vetora Or. Et la Torah, c'est la lumière. Donc la femme, c'est le nerf, puisque c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est matériel physique. Okay, alors que l'homme, c'est lui qui doit apporter de la spiritualité par la Torah qu'il étudie, etc. Donc c'est lui qui éclaire par la spiritualité, par tout ce qu'il apprend. Autrement dit aussi, c'est-à-dire que quoi que le libre arbitre de la femme est dans le tikkun du matériel, dans la réparation du matériel par les mitzvot et les maasim tovim, par tout ce qu'elle fait de bien. Et donc, en préparant le nerf, c'est-à-dire pas les nerfs, elle a les nerfs à la fin, mais le nerf, c'est la bougie, qui est le kéli matériel, qui est l'ustensile matériel. C'est-à-dire quoi? La maison. C'est aussi la matrice. Comment on appelle la matrice? Rechem. Rechem, c'est quoi? C'est aussi, Rechem, c'est la matrice, mais qui est en même temps, qui veut dire Ramar. Ramar, c'est les mitzvot assez. Donc c'est elle qui va faire en sorte que les mitzvot assez soient faisables dans sa maison. D'accord? Et aussi, parce qu'elle est bonnée, elle construit. On construit,
qu'est-ce qu'on a dit? Qu'elle avait la bina. La bina, c'est cette intelligence de discernement que Dieu lui a donnée. Cette bina vient aussi du fait comment dirais-je, de la racine. Livnot. Livnot, c'est construire. Elle construit les enfants par l'éducation. Elle construit les enfants aussi parce que dans sa matrice, elle donne la possibilité à un enfant de vivre. Donc, c'est un binyan. Et d'ailleurs, la femme, elle est faite comme ça. Elle est faite avec des hanches plus larges pour que l'enfant puisse se reposer. Donc, autrement dit, elle est benouya. Elle est construite pour accueillir, comme un binyan, à l'intérieur d'elle, un habitant, qui est le bébé, qui est le fœtus, qui est le ben. On voit que le ben, ça vient de bina, ça vient de binyan, d'accord? C'est le ben, c'est l'enfant ou la fille, d'accord? Et donc, c'est les banim qu'elle va avoir et qu'elle va, comment dirais-je, éduquer avec justement ce discernement. Parce que c'est la femme qui sait. Une femme, au niveau éducationnel, elle sait beaucoup plus où c'est que se situe son enfant. Quand il commence à faire des petits détails, des petites nuances, quand il commence à se regarder un peu trop dans la glace, ou avoir des façons de rouler les épaules, etc. Là, déjà, elle voit que le type là, il est en train de devenir un mec. Devenir un mec. Là, elle sait. Ou quand il commence à faire des bêtises. Elle sait quand... D'ailleurs, le Dora chez la femme, je ne vais pas parler de tout ça, mais le Dora, je ne te dis pas, elle est capable de retrouver chez son mari qui a mis du, je sais pas quoi, du Azaro, du Zoro, ce que tu veux, il en a mis, mais elle est capable de trouver l'odeur de la secrétaire de son mari, qui est du châle numéro 5, mais à peine, qui est imperceptible. Mais elle est capable de le trouver parmi 50 000 odeurs. La cigarette, le gars, il se met exprès dans des cafés où il y a plein, je sais pas, dans des salons où il fume, pour ne pas qu'il sente le chalet numéro 5 de la secrétaire. Mais elle dit... Elle passe... Ouais, là j'arrive plus à... Alors donc, elle a cette capacité de voir les différences, les petits détails qu'un homme ne voit pas. Et c'est cette intuition-là qui est caractéristique de la femme, que l'homme n'a pas. Merci beaucoup. Alors, que le choix de l'homme se situe dans l'élévation dans la Torah et l'allumage de la bougie. La femme, donc, c'est la bougie, et lui, c'est lui qui allume. L'allumage par la lumière de la Torah, parce que la lumière de la Torah, donc qui est spirituelle, va emplir la maison. C'est l'homme qui est censé apporter la halakha, qui est censé apporter les livrets Torah, qui est censé... Il est censé. D'accord? Et comme la bougie, sans la lumière, n'est rien, c'est clair. Mais aussi, ainsi, la lumière sans la bougie ne peut éclairer. Parce que c'est grâce à la bougie elle-même que la flamme continue à brûler. D'accord? Car, bien sûr, il nous faut le support matériel. Autrement dit, donc le choix de l'homme et de la femme se complète au niveau du libre arbitre de l'homme. L'homme, il va devoir étudier la Torah, la femme, elle va devoir faire des mitzvot pour pouvoir préparer tout ce qui est nécessaire au fonctionnement matériel de la maison. Maintenant, il y en a qui disent qu'il faut changer. La femme, elle a le couche, ok, elle accouche, elle le prend, mais dès qu'il naît, on lui prend le bébé. À la femme, on lui arrache et on le donne à l'homme avec le biberon. Et c'est lui qui va le langer, et la femme, elle va aller, après 4-5 jours, travailler à la Cour suprême. C'est possible? Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Moi, j'ai écouté une juge, je pense que c'était une juge, je ne sais pas si elle était de la Cour suprême, une juge québécoise, qui était interviewée à la radio. Elle a dit, moi, depuis que j'ai les enfants, j'ai arrêté de travailler. J'attends, je veux kiffer mes enfants. Quand ils vont grandir, ils vont commencer à devenir indépendants, je me remets. C'est intelligent. C'est une non-juive, c'est pas une juive. Alors, donc, en fin de compte,
Ok, l'homme n'est pas égal à la femme n'est pas égale à l'homme, ils ne sont pas équivalents. Est-ce que l'homme vaut plus que la femme? Alors il faut savoir, c'est clair que la femme et l'homme sont complémentaires. C'est-à-dire, autrement dit, la femme va donner le matériel et l'homme, il va donner le spirituel. Mais là, on avait une question. Comment ça se fait qu'on dit chez Loa Sanisha, Dieu, merci, tu m'as pas pris une femme. C'est vrai, tu sais quoi, la vérité, moi je remercie Dieu. Faire tout ce qu'elle fait la femme, je ne suis pas capable. Rien qu'au moins pour ça. Pour ça. Alors la femme, qu'est-ce qu'elle dit? Alors, mais est-ce que tu voudrais être un homme? Non. Non. Je suis bien comme tu es. Et toi? Tu es bien comme tu es. Donc, Hachem, Dieu, il vous a fait. Toi, non, tu préfères être une femme. Je suis d'accord avec toi. Alors, on accepte ce qu'on est. Baruch Hachem, il vaut mieux être comme ça. Tu voudrais pas être une fille, toi? Non? Ok, d'accord. Donc, quelque part, c'est vrai qu'au premier niveau, un homme, il voit la femme, tout ce qu'elle travaille, il dit, heureusement que je ne suis pas une femme. Et attends, ne parlons pas des SPVM. Tu sais, les SPVM, Société de la police de la ville de Montréal. Non, les SPM. Les SPM, c'est les syndromes prémenstruels. Imagine les trucs, et l'Advil, et le Midol, et le truc. Ah, ils sont là. Hein? Avant. Pendant, je te dis pas. Après, comment ça? Et après, ça revient. Mais imaginez. Non, mais imaginez un petit peu, quelle angoisse. C'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas simple. Mais tu l'enlèverais ça à une femme, tu la tues. Pourquoi? Parce que ça veut dire que je ne peux pas donner naissance. Bon. Donc la femme a dit, ah, Sani Kertsono. Ah, je suis bien. Heureusement. Et il a fait comme ça, je suis bien, ça va, je souffre. Mais... Et c'est pour ça que la femme, elle est beaucoup plus. La femme est beaucoup plus résistante que l'homme à la douleur. Tu vois un homme accoucher? Ou pendant 9 mois, avec un je ne sais pas combien, d'abord, je sais pas, il y en a qui prennent 20 kilos pendant le truc. Imagine, tu marches pendant, bon, c'est vrai qu'on ne va pas le faire, on le ferait graduellement, avec un sac là, de pommes de terre, de 1 kg, ensuite 2 kg, ensuite 3 kg, ensuite 4 kg derrière, et on marche pendant 9 mois comme ça, les hommes. Impossible. C'est inhumain. Mais la femme, elle a été faite. C'est pour ça qu'elle est faite comme ça. Bon, au début comme ça aussi. Bon. Mais alors, sur sa base, elle est comme ça. Elle est capable de supporter Dieu. Il a fait tout ce que Dieu a fait, il l'a fait intelligemment. Mais la femme, elle est capable de supporter. Imaginez un homme, est-ce qu'il peut souffrir autant qu'une femme? Vous avez déjà vu une femme en train d'accoucher? Moi, j'ai vu. Nous aussi, on a vu. Enfin, de l'autre côté. On n'a pas le droit d'être en face de la femme quand elle accouche, mais de l'autre côté, du côté de la tête, on peut être là, mais sans voir ce qui se passe. Mais, ou avant, ou l'écouter, être présent. C'est sourd de voir ce qui se passe, mais au niveau de la souffrance. Moi, j'ai vu ça. C'est des pleurs, c'est des trucs. J'ai ma fille, j'ai ma femme, je vois comment... Ça fait mal. Ok? Et la seule chose, je peux pleurer avec elle, peut-être, mais ça ne va pas l'aider. Alors, des fois, je la fais rire pour essayer d'activer, mais des fois, ça pousse. Ça pousse à rire, mais après, elle dit arrête. Laisse-moi pleurer toute seule. Laisse-moi avoir mal, tranquillement. Bon, en fin de compte, imagine, c'est très dur d'être une femme. Rigoler en ayant mal en même temps, ça ne doit pas être évident. Non, mais des fois, ça peut pousser un petit peu l'histoire. Pour la dilatation, etc. Tu comprends? En tout cas, ce que je peux vous dire, mes chers amis, c'est que chez Loa Sanisha, c'est très bien. Mais c'est pas seulement ça. Il faut savoir qu'en fait, qu'est-ce qui est venu après? Quand Dieu il a créé l'homme, il a séparé, il a finalisé la femme. Il a construit la femme après l'homme. Donc quel est l'être qui a été le plus fait le plus tard? C'est la femme. Mais on sait qu'il y a une évolution dans la création. L'évolution, pas la théorie d'évolution, mais il y a une évolution à partir de... Le Malbim, il explique dans son commentaire,
il explique qu'il y a une évolution depuis l'inanimé jusqu'au végétal, le végétal à l'animal. Et entre le végétal et l'animal, il y a les coraux. Les coraux, c'est entre non, excuse-moi, le coraux, c'est entre l'inanimé et le végétal. D'accord? C'est vivant. Il y a une évolution dans la nature. Et l'être le plus évolué dans la nature, c'est quoi? C'est la femme. Mais pas seulement ça. Au niveau de sa neshama aussi. La femme, la partie de la neshama de la femme est plus évoluée que celle de l'homme. En général, on ne parle pas tout ça, tout ce qu'on dit, c'est en général. Alors c'est vrai que tu vas me dire, ouais, mais celle-là, elle a fait, je sais pas quoi, avec je sais pas combien de... Ça n'a rien à voir. Attends une seconde. Ça n'a rien à voir. C'est ce que je dis justement. On ne va pas commencer à dire, ouais, mais je connais des femmes qui font des bêtises et je connais des femmes qui ont tué. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y a plus d'hommes que de femmes qui tuent. By the way, je ne sais pas si vous avez remarqué. Les femmes, elles peuvent faire des choses. Mais tuer réellement de sang-froid comme un homme, il n'y a que, je ne sais pas, dans l'armée américaine, encore, je ne sais pas si elles le font. Elles disent aux collègues, vas-y, tire-le. Non, je pense qu'elles le font maintenant, malheureusement, de plus en plus. Mais c'est contre leur volonté. C'est vraiment contre la nature. Pas la volonté, mais contre la nature de la femme. La femme, elle est plus adina, elle est plus fine, raffinée dans son être physique. Bien qu'elle soit plus résistante, elle est plus raffinée que l'homme. Elle est plus jolie que l'homme. Vous avez un homme joli? Non, une femme jolie. On ne te dit pas un homme, il est joli. Non. Ouais. Il est beau. Ouais, il est beau. Ça veut dire quoi? Il a un grand nez, Non, il a des pommettes. pommettes. Par contre, c'est rare, par contre. Quoi? Les mecs beaux. Non, excuse-moi, il y a des hommes qui sont beaux, qui ne sont pas et qui n'ont pas un visage efféminé. Ils sont beaux. Ils paraissent bien, ils sont classe, ils sont imposants. Il y en a qui ont des plus beaux yeux, des plus beaux nez, des plus beaux trucs. Mais globalement, la femme, elle est beaucoup plus raffinée, beaucoup plus jolie qu'un homme, beaucoup plus belle qu'un homme. Dans son âme aussi, elle est plus. Et là, Akadosh Baruch Hu, il a fait l'âme de la femme, donc plus élevée, et l'âme de l'homme, c'est une âme qui a besoin de faire des mitzvot pour pouvoir se rapprocher. Autrement dit, la femme, naturellement, elle est beaucoup plus proche de Dieu. Et l'homme, il a des mitzvot à faire pour pouvoir se rapprocher de Dieu. Il doit étudier beaucoup de Torah pour raffiner son âme. Et la femme, elle doit raffiner son homme. Non, je m'amuse. Mais non. Donc, ce qu'on dit, c'est que vraiment, à la base, l'homme, pourquoi on a reçu les mitzvot? C'est pour se raffiner et pour travailler sur nous-mêmes, pour apprendre à être beaucoup plus proche de la Kadosh Baruch Hu, pour nous rapprocher. La femme, elle a beaucoup moins de travail à faire. Et par ricochet, je voudrais vous dire que la femme, elle revient moins en Gilgul, en réincarnation, que l'homme. Parce qu'elle a moins de mitzvot à faire que l'homme, à la base. Donc l'homme, il a un rôle plus important. Parce qu'il a beaucoup de choses à faire. Et oui, la femme, elle a moins de choses à faire, mais elle a des choses à faire, qui est de s'occuper des enfants, parce que Dieu, il lui a donné à elle à s'en occuper. Et parce qu'il savait ce qu'il faisait. Parce qu'il savait qu'elle avait les moyens physiques et mentaux et spirituels pour enseigner. D'ailleurs, quand une femme juive, elle a malheureusement un enfant avec un non-juif, l'enfant est juif. Parce que c'est la femme qui l'a en son sein. C'est elle qui le porte en elle. C'est elle qui lui transmet sa neshama, c'est à travers elle. C'est elle qui lui donne la vie. Donc c'est en elle qu'il a grandi. Vous comprenez? Et donc, alors que l'homme, malheureusement, c'est pas le cas s'il va avec une non-juive. L'enfant est goy. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Alors, ça, l'histoire que c'est la femme qui donne la religion, ça a été instauré par les rabbins, ça n'a pas été instauré dans la Torah. Est-ce qu'il y a une source dans la Torah pour apprendre ça? Oui. C'est pas je n'ai pas actuellement devant moi, mais c'est clair, j'ai posé cette question. On a voulu dire que c'est les rabbins qui ont inventé cette histoire. Non. La halakha, c'est celle-ci. Ça a toujours été, depuis la nuit des temps, que c'est la femme qui donne
la religion, et non l'homme. D'accord? femme, Depuis, c'est la femme depuis, depuis l'époque, La femme les juive. époques, oui, La femme juive, on parle. la femme, que ce soit une femme Non, juive ou pas non chez juive. pas chez les musulmans. des choses comme ça. Attends une seconde, je parle de notre repère, Oui, ben pas de c'est- repère c'est ce que musulman. je dis, la C'est-à-dire, femme selon juive. nous, on ne parle pas de ça. Si une femme non juive est partie avec un homme juif et Non, qu'ils ont eu je un sais. enfant, notre religion dit que l'enfant n'est pas juif. Oui, je sais ça. Donc on ne parle pas de ce qui se passe chez les autres. Ouais. On parle de chez nous. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je disais? Maintenant, donc la femme, quand elle dit chez Hassani Kirsono, alors donc c'est vrai que l'homme, il a un rôle beaucoup plus important parce qu'il a beaucoup de choses à faire. C'est lui qui va transmettre tout ce que Dieu y veut. C'est ça, c'est sa mission, c'est de transmettre la Torah, d'appliquer la Torah. Et Dieu, il a fait en sorte que l'homme, avec sa logique aussi, etc., puisse faire, pas seulement étudier, mais appliquer ces choses-là. La femme, c'est un être qui est beaucoup plus sensible. Tu peux pas demander à une femme, bien sûr tu peux le demander maintenant dans notre société, on va toujours dire, mais oui, tu peux demander à une femme de condamner à mort quelqu'un. Elle va le faire. Mais dans sa nature, il y a quelque chose qui bloque. Même pour être un témoin, pour témoigner. Si une femme devait témoigner pour que quelqu'un se fasse tuer parce qu'il a tué quelqu'un, regarde, je vois la tête des filles là. Ou pas seulement ça, ou pour, je sais pas, quelqu'un a volé de l'argent et qu'elle doit être là. Elle peut être intimidée. Elle peut être intimidée. Elle peut être menacée. Elle peut se sentir aussi, comment dirais-je, même si elle est forte et elle est capable, elle a fait 50 dan de karaté, elle est sujette à être intimidée. Et pas seulement ça, dans sa nature, d'être là et dans une cour où des choses dures se passent, c'est pas dans sa nature d'être là, de le faire. C'est pas dans sa nature d'être là à incriminer quelqu'un. Au fond, elle va se sentir mal de le faire. La Torah, elle a voulu la protéger de cette situation. Elle a dit, les femmes, c'est pas à elles de témoigner. Maintenant, dans certains cas, elles peuvent le faire au niveau de la cache-route, etc. Mais parce que c'est pas quelque chose qui demande à incriminer quelqu'un ou vous comprenez, ou à le faire payer certaines choses. Vous allez savoir toutes les raisons. En fait, je ne veux pas rentrer dans tous ces détails, mais simplement pour dire que quelque part, elle est plus raffinée. Et qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, Dieu, il a voulu que je sois là pour donner naissance à des enfants, pour les éduquer, pour aider mon mari, pour l'empêcher de faire des avérotes avec d'autres femmes, donc m'arranger, me faire belle, etc. Toutes ces choses-là, c'est des mitzvot que la femme elle doit faire. C'est la femme, elle a cette responsabilité de protéger son mari pour qu'il reste avec la tête froide, qu'il sache qu'il a une femme qui est dans son foyer, qui va l'aider à se réaliser à travers toutes les mitzvot qu'il fait, pour pouvoir faire ses mitzvot. Parce qu'un homme qui a, je veux dire, qui je sais pas, il travaille et qui est confronté à toutes les tentations qu'il y a sur le marché, entre guillemets, ben, quelque part, s'il n'a pas une femme à lui qui le protège de toutes ces pensées-là et qui lui dit, écoute, t'en fais pas, écoute, tu as une femme, tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. Ok? Bien sûr, il vaut mieux qu'il la choisisse bien. Comme ça, qu'elle ne s'esquinte pas trop. C'est pour ça que c'est conseillé toujours d'avoir une femme un peu plus jeune, parce qu'elle va se faner un peu plus vite que l'homme, c'est connu, et Botox ou pas, c'est une réalité, il n'y a pas de des fois, c'est vrai que des fois, il y a des femmes... Ça va? Vas-y. Je veux dire, des fois, allez. C'est même pas les hommes qui cherchent ça, des fois c'est les femmes qui viennent, oui, je sais. Les femmes, disons, la plupart qui sont pas de chez nous, quoi. Ouais, bon, en tout cas... La valeur, quoi. Oui, mais c'est ce que je dis. Alors, donc un homme, il est... Donc, un homme... À casser, oui, elles sont là, oui. Sans que le non, mais je vais te dire, le veuille vraiment, quoi. Il le cherche pas. Il le cherche pas, mais quand même... C'est quand même... C'est pour cela qu'il doit étudier la Torah, il doit travailler comment dirais-je, ses midot, il doit se travailler sur lui, et pour faire attention uniquement à ce qu'il doit faire attention, etc. Et ça c'est faisable.
c'est pas quelque chose c'est difficile. Il doit faire un effort énorme. D'un autre côté, je vous dis, hein, pour les femmes, c'est facile aussi. Elles ont la vie facile dans un sens. C'est vrai que les femmes, elles veulent se montrer, elles veulent être appréciées, elles veulent être admirées, mais les conséquences chez un homme sont beaucoup plus physiques que chez une femme. Parce qu'un homme, quand il est attiré, la femme, il faut qu'on lui raconte des bobards. Mais l'homme, il n'a pas besoin de bobards. Il voit une jupe passer, tu comprends, et son pare-choc, il rentre dans le pare-choc. Oui, c'est ça le cas de dire. De la voiture en face. Pourquoi? Parce qu'il regarde ailleurs, ah, boum. Et qu'on vous reprend, d'où c'est que ça arrive des accidents en général? C'est ça. En été, au printemps. Faire attention. Les femmes aussi, elles font des accidents. Ben, ça, c'est parce qu'elles ont la tête en l'air. Non, je m'abuse. Ouais. Non. Et en fait, la femme est là pour protéger l'homme. Donc, quelque part, c'est clair que l'homme aussi, il n'a pas la vie facile. Donc, ne croyons pas. Le type, je veux dire, il doit travailler, il doit venir manger, il doit prier, il doit étudier, il doit éduquer ses enfants, il doit faire face à toutes les difficultés et vicissitudes de la vie lui aussi, à la maladie, à n'importe quoi, j'en sais rien moi, qu'est-ce qu'il peut avoir. Et donc c'est clair que c'est mieux qu'un homme. C'est pour ça qu'un homme, il doit savoir qui il marie. Il doit prendre une fille qui lui plaît. Bon, maintenant, pas seulement ça, il faudrait aussi qu'il y ait une attitude morale. Je veux dire, c'est pas seulement au niveau du physique, il faut qu'il soit attiré par l'âme de la femme. Parce qu'imagine, Chas Shalom, je veux dire, il y en a qui après les grossesses, s'esquintent complètement, ne reviennent pas jamais dans leur truc, et chez les hommes aussi d'ailleurs. Mais une femme, elle va toujours chercher pour vouloir plaire. C'est normal. Mais quelque part, si l'homme n'a pas comment dirais-je, s'il n'a pas une femme qui lui plaît au niveau de son âme, aussi, ça va être une catastrophe. Et vice-versa. Si une femme, elle voit que son mari c'est un rustre, et qu'il n'a pas de finesse dans l'âme, etc., elle va vivre malheureuse. Et ça, et en supposer que les deux âmes s'apprécient, c'est pas évident qu'après le mariage, ça va aller. Il y a tout un travail à faire pour établir les ponts et pour accepter l'un l'autre, chacun ses défauts et ses qualités. Et puis, c'est un travail constant d'acceptation de l'autre personne. C'est pas évident. Parce que les gens, ils évoluent. Hein. Bon, et donc on voit qu'il y a une autre chose c'est que c'est écrit Kol Kivuda Bat Melech Penima. C'est que toute l'honneur de la femme, c'est à l'intérieur, de la même manière que c'est une femme. La femme, elle est plus adina, elle est plus raffinée, elle est plus intérieure, elle est plus sensible au niveau de l'âme, etc. Tout se fait, elle est beaucoup plus profonde, la femme, plus jeune qu'un homme. Ok? Et pas seulement ça, c'est que la Torah, elle dit que, en fait, elle place la femme toujours en haut, sur un piédestal. Et l'homme, il devrait toujours. C'est écrit que l'homme, il doit être mechabed, être sa femme, plus que son corps. Autrement dit, si je sais pas, si elle a cassé ses chaussures, ou s'il faut, il va lui donner ses chaussures pour ne pas qu'elle marche pieds nus. J'en sais rien. Pourquoi? Parce qu'il doit être mechabed de taille de termigoufo. D'accord? Ou si je ne sais pas, si elle n'a pas il y a un seul matelas et qu'ils ne peuvent pas dormir les deux sur un petit matelas, il va lui donner à elle le matelas et lui va dormir par terre. Parce qu'il doit être mechabed de taille de termigoufo plus que son corps, son propre corps. Et ça, vous voyez un petit peu comment la Torah, elle protège. Elle fait que protéger la femme. Pas parce que la femme, elle est plus fragile. Non, elle n'est pas spécialement plus fragile, la femme. Elle peut supporter des pressions beaucoup plus fortes que l'homme. Mais c'est pour le kavod. Parce que la Torah reconnaît, premièrement, la grandeur de la femme, et deuxièmement, toute son abnégation, sa facilité à donner, sa facilité, depuis qu'elle est juste le fait de donner son corps pour être, entre guillemets, utilisé, pour avoir un enfant, ensuite, deuxième façon de donner,
pendant 9 mois, et ensuite donner pendant tout l'allaitement, après son corps s'esquinte éventuellement, il se déforme, etc. Elle en souffre, mais elle est contente. Pourquoi? Parce qu'elle donne. Et on a toujours dit que notre principe, c'est que celui qui donne plus, est considéré plus haut. Donc la femme, en fait, est réellement plus haute. Maintenant, pourquoi elle n'a pas des positions politiques? Non, c'est pas vrai. Il faut bien comprendre que Noïmahot, elle, c'est écrit dans la Torah même, c'est pas quelque chose qu'on a inventé. Akadosh Baruch Hu, il dit à Abraham, Kol asher tomar lecha Sarah, shema bekola. Tout ce qu'elle va te dire, Sarah, tu dois l'écouter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Sarah, elle était beaucoup plus prophétesse. Elle avait une vue beaucoup plus profonde, beaucoup plus lointaine, si vous voulez, que Abraham. Akadosh Baruch Hu lui dit, attention, tu écoutes ce qu'elle te dit, Sarah. Si tu vois Rivka avec Esav, Rivka, ou Sarah, elle dit à Ishmaël, donc elle le renvoie. Elle dit à Abraham, tu dois le renvoyer. Donc Akadosh Baruch Hu lui dit, écoutez, Rivka avec Esav. Imaginez le patriarche Yitzhak. Oui? Il préfère Esav plutôt que Yaakov, qui était le jumeau. Or, Esav, c'est lui qui a fait tous les malheurs à Israël, à Yaakov, qui est le père du peuple d'Israël. Et pourtant, Rivka, elle vient, elle fait en sorte de truquer son mari, qui est Yitzhak. C'est-à-dire, elle va à l'encontre. Pourquoi? Ça veut dire qu'elle a changé, elle a su remettre les choses en proportion et garder le plan divin. Donc, alors les femmes font rien, au contraire, c'est elles qui sont à la base de c'est elles qui dirigent réellement la destinée du peuple juif. Rachel avec Léa. Et on voit que Rachel, elle a donné les simanim à Léa, etc. Elle a fait une chose grandiose. Vous imaginez, Tamar avec Yehuda. Oui? Tamar avec Yehuda. Tamar, c'était la belle-fille de Yehuda. Et pourtant, c'est à travers elle que le Mashiach y vient. C'est de la folie. C'est elle qui s'est mise, elle s'est faite passer pour une prostituée, pour qu'elle puisse aller avec son beau-père. Pourquoi? Parce qu'il ne lui a pas donné le troisième fils. Elle croyait qu'elle n'allait pas lui donner. Or, elle savait que le Mashiach devait descendre d'elle. Donc, elle a agi contre ce qui serait, entre guillemets, dans le temps, c'était quelque chose qui était faisable. Parce qu'il n'y avait pas de Torah. Il n'y avait pas de ketouba, de kiddushin, etc. Mais ce n'était pas normal qu'il aille avec sa belle-fille. C'était un genre d'inceste, entre guillemets. Mais ce n'était pas interdit. De la même manière que Yaakov, il a marié 2 sœurs. Donc ce n'était pas interdit encore réellement. Mais ce n'était pas net. Et c'était par cela que comment dirais-je, la volonté de Akadosh Baruch Hu se fait dans le monde. Les femmes en Égypte, c'est grâce aux femmes en Égypte qu'on est sorti. Bisrout Nashim Tzadkaniot, Nigalou Avotenu. C'est grâce au mérite des femmes vertueuses qui, dans les tranchées, alors qu'ils étaient dans la boue, elles se faisaient belles. Et c'est elles qui travaillaient, qui faisaient de la construction. Et quand elles se faisaient belles, elles s'arrangeaient pour que le soir, le mari, même dans les champs, ils allaient pour avoir des relations, pour pouvoir avoir des enfants, pour sortir les neshamot, pour qu'il y ait des neshamot qui viennent. C'est des femmes qui disaient et qui se faisaient belles pour attirer les hommes. Belles, je ne sais pas dans quelle proportion. Mais oui, les pauvres, ils étaient des esclaves. Vous savez, qu'est-ce qu'ils donnaient les travaux des femmes aux hommes et les travaux des hommes aux femmes. Et nous, qu'est-ce qu'on fait dans notre société? On se bat pour avoir les travaux des hommes. Moi, j'ai vu la pauvre une fois, la vérité, c'est la deuxième fois que je la vois, dans notre arrondissement, il y a une femme, la col bleu, là, qui fait le goudron, là. Il y a 3 ou 4 gars qui la regardent en train de prendre le goudron, de le mettre dans les trous, dans les nids de poules. Il la regarde faire et elle est fière. Et après, fait comme ça. Avec les cheveux. Ouais, je t'assure. Je veux dire, c'est son choix. Je n'ai pas de problème avec ça personnellement. C'est leur vie. Ils sont très bien payés, ouais, bien payés. Ben, tu sais, tu peux déposer. Non, tu veux pas. Ok, d'accord. Et si tu veux déposer ta candidature, je connais le maire. Donc, en tout cas, peut-être pour un autre boulot, ouais. Ouais, mais en tout cas. Je connais toujours le maire. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que il y a quelque chose. C'est clair que une femme n'est pas faite pour ce genre de choses.
sais je veux dire, imagine, elle rentre chez elle, elle va embrasser son mari avec la sueur, le goudron. Je sais pas, c'est pas très agréable. I don't know. Même le mari, c'est pas très agréable. Tout est arrangeable, mais quand même, le mari, ça, c'est sûr, c'est pas agréable, mais c'est accepté. C'est un homme qui travaille dans les champs, dans les trucs. Et si c'est pas lui, qui c'est qui va faire? D'accord? En tout cas, pour vous dire, il y a encore la Myriam avec son père. Myriam, elle a dit à son père, tu dois te remarier avec Yocheved. Paro, il a dit, il va tuer tous les garçons. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Le père de Moshe, il a dit, moi il a divorcé Yocheved. Myriam, elle lui a dit, oui, Paro, il a voulu tuer juste les garçons, toi tu tues les garçons et les filles. Parce qu'il donnait l'exemple à tous les hommes pour se séparer de leurs femmes. Et Myriam, elle vient, elle lui dit, à son père, elle avait 3 ans. Même pas 3 ans, 2 ans. Puisque Moshe est né un peu plus tard. Elle vient, elle lui dit, papa, là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Oh, et c'était, attends, quand on parle du père de Moshe Rabbeinu, c'est comme Rav Ovadia Yosef. Tu vois sa petite fille là qui vient lui dire, dis-moi, non mais attends une seconde. Là. C'était le Gadol Hador, avant Moshe Rabbeinu. C'était le Amram. Et il y a les Benot Zelophrad. Et l'histoire de Déborah. Déborah, elle a régné pendant 40 ans, Déborah. Mais elle jugeait, c'était une prophétesse qui jugeait, derrière un rideau. Elle n'était pas à l'extérieur. Elle donnait elle écoutait, elle disait celui-là il a raison, celui-là il a tort, etc. Il y a elle, Ruth, la Moabite. Elle est partie, elle est rentrée dans le truc avec Boaz, pour que Boaz la prenne comme femme. Parce que c'est une histoire de Lévira et de Yiboum, etc. Bathsheba, qui a combattu pour que Shlomo Améler soit l'héritier de la couronne, après David Améler. Yehudit, Esther, Megillat Esther. Bon, alors, je peux en compter encore. Il y en a. Des prophétesses comme Hulda. Alors, il y en a. Mais elles l'ont fait à la mode féminine. Tout en gardant leur féminité. En utilisant leur féminité, des fois. Comme Yael, comme Ruth, etc. Vous comprenez? C'est comme Esther. Elle n'a pas fait exprès, elle ne voulait pas. Mais quand même, ça a été comme ça que ça s'est fait. Donc on voit que quoi? Que les femmes dans le judaïsme ne sont certainement pas laissées pour compte. Certainement pas. Jusqu'à présent, c'est elles qui encouragent les hommes, c'est elles qui les encouragent à étudier, c'est elles qui s'occupent de tout le foyer. Et c'est ce qu'il faut rechercher en fait comme femme. Et des femmes, elles doivent rechercher des hommes qui sont capables, eux aussi, d'amener la Torah à la maison. Vous me suivez? Et si on invertit les rôles, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qui se passe? Le monde devient Maboul. Et il y a un Maboul. Autrement dit, un déluge. Pourquoi? Si les hommes vont avec les hommes et les femmes avec les femmes, on commence à... Pourquoi c'est interdit qu'un homme y mette les habits d'une femme? C'est un cri dans la Torah, c'est une interdiction. Pourquoi? Parce que c'est clair que à partir du moment où un homme y mettrait, c'est la psychologie d'un homme, c'est très fragile. S'il commence à mettre des colliers en perles, là, un homme, il y en a qui le font, hein. Il y en a qui mettent des bandeaux comme ça, ils ont les cheveux longs, ils mettent des bandeaux, ils sont très jolis, ils deviennent jolis tout d'un coup, avec un bandeau. Mais ils mettent des choses de femme. À un moment donné, c'est très faisable, c'est très facile qu'il se fasse aborder par un mec qui vient et lui met la main dans la poche. Hein? Qu'il se fasse, j'en sais rien, aborder, caresser dans des endroits. Malheureusement, ça se passe. Et vous savez qu'il y a même une histoire avec un politicien qui avait fait des avances à quelqu'un dans les toilettes. Il a été attrapé. Mais imaginez un petit peu. Il faut savoir que le monde, c'est un monde qui est très bizarre. Et la Torah, elle connaît tout ça. Elle le sait. C'est pour ça qu'elle donne des mitzvot. Elle dit attention, un homme, il ne faut pas qu'il mette des habits de femme, et le contraire aussi. Une femme qui met un pantalon, ça vient mettre les pantalons. C'est l'expression. Qui c'est qui met les pantalons à ta maison là? Ben, c'est la femme. Ben écoute donc. Ben, et ça crée des problèmes à la limite.
Si même dans un couple homme-femme, ça peut créer des problèmes. Pourquoi? Parce que la femme, elle veut tenir les rênes de la bourse, et ci et ça. Non, je suis, non, non, non. Il y a des lois dans le mariage. Il faut savoir comment fonctionner pour que ça reste harmonieux. C'est conseillé de discuter du budget familial, surtout si la femme travaille en plus. Mais même si elle ne travaille pas, pourquoi pas? Il y a des besoins. C'est pas là, non, tu exagères, hein, tu vas acheter encore des rideaux ou des trucs. Je ne veux pas tomber dans le truc, mais il y a des fois des bagarres pour des bêtises, des futilités. Elle vient chez le rabbin, il ne me donne pas pour m'acheter des sous-vêtements, patati. Et je t'assure, c'est grave. Moi, je les écoutais, hein. J'étais derrière la porte, j'attendais devant mon père, et j'ai écouté ça, j'ai dit, c'est la première fois que j'étais choqué. Mais ça arrive. Ça arrive, malheureusement. Donc, il faut savoir qu'un homme, il doit aussi... il doit pas être pingre, il doit discuter avec sa femme, il doit discuter s'il y a un montant d'argent, savoir où c'est qu'on le met, etc. Il n'y a pas de problème. Mais, bon, le mot de la fin, il y a la halakha qui va décider dans différents cas financiers, dans différentes configurations. Il y a des droits pour la femme, des droits pour l'homme, etc. D'accord? Et c'est sûr que vous voyez que par rapport à ça, chez les goïms, on utilise la femme à des fins commerciales. Et les billboards, et les yaourts, ou les yogourts sur les Danone, je sais pas. Moi, j'ai jamais vu ça, mais on m'a raconté. Donc, ils vendent, je sais pas, ils mettent des dessins pour attirer, je sais pas quoi, sur les yogourts. Ils utilisent la femme. Maintenant, ils utilisent les hommes aussi. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez dire? D'accord? Ouais. Donc, pour finir, imaginez, mes chers amis, que vous sortez avec une femme. Elle vient vous chercher. Vous n'avez pas de voiture. Elle arrive. Bip, bip. Vous sortez de chez vous. Elle sort de la voiture. Elle vient de l'autre côté et elle ouvre la porte à son gars. Il rentre, elle lui ferme. Comment? Elle ne supporte pas les femmes que tu fasses ça. Que tu fasses quoi? Tu leur ouvres la porte. Attends une seconde. Ouais. Excuse-moi. Il faut pas faire ça. Attends une seconde. Attends une seconde. C'est la base, ça. Attends, mais c'est accepté. Accepté ou pas? Attends une seconde. Tu n'aimes pas qu'on t'ouvre la porte? Tu préfères qu'on te la claque? Non, je m'amuse. Non, attends une seconde. Ça c'est un problème, parce que normalement, les vraies femmes, elles apprécient ça. Mais excuse-moi, je n'ai pas dit que tu n'es pas une vraie femme, mais les femmes d'antan, les femmes qui étaient à la mode de autant on emporte le vent quand c'est sorti le film, il y a la galanterie. La galanterie, ça existe. Mais c'est clair que si ça existe d'un côté, chez certaines personnes, chez certains couples, ça existerait certainement pas dans le cas contraire. C'est clair que si toi, tu ne veux pas qu'on t'ouvre la porte, c'est clair que tu ne vas pas le faire au gars que tu vas chercher. Et évidemment que non. Mais c'est pas... C'est évident. Quoi, Martine, tu l'as fait déjà, toi? Non, mais c'est pas la femme d'ouvrir la porte. C'est exact. C'est ce que je dis. Enfin, La galanterie. Autrement dit, il faut bien comprendre que le monde a changé de plus en plus, mais ce n'est pas parce que le monde est en train de se déglinguer qu'il faut se laisser aller, nous aussi, dedans. C'est pas grave. Je veux dire, pour finir, Abraham, on l'appelait Ivri. Hébreu, ça vient de Ivri, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire Ivri? Ça vient de celui qui était de l'autre côté. Mais Ever. Ever, c'est de l'autre côté. Autrement dit, Abraham était d'un côté et tout le monde était de l'autre côté. Abraham a fait le pas. Autrement dit, il est parti contre toute la société. Il a changé la société, c'est-à-dire le monde, il a commencé à le changer. Il a fait trembler le monde. On a voulu le tuer. Et nous, les Juifs, on est ses descendants, on est des descendants des Hébreux originaux, on est des Juifs, nous. On est des Béné Israël. Mais au départ,
Israël qui était Yaakov, c'était Yaakov qui était ivri, qui descendait d'Abraham. Et nous, on ne doit pas avoir peur d'être de l'autre côté. C'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe si on est de l'autre côté? On est de toute façon, on est de l'autre côté. Et quand on ne veut pas être de l'autre côté, on nous met de l'autre côté. Alors autant être de l'autre côté, être fier de ce qu'on est. Et être fier d'être un homme et d'assumer son rôle d'homme. Être fier d'être une femme et d'assumer bien son rôle de femme. Et de donner du kavod l'un à l'autre. De donner, d'honorer l'un à l'autre. Et encore plus, l'homme, il doit honorer la femme. Pourquoi? Parce qu'elle est plus proche de Dieu. Mais la femme doit honorer aussi son mari. Bien que, du point de vue de Péléoëtz, il dit qu'il y a une hiérarchie. Il y a Dieu, il y a l'homme et il y a la femme. Parce que la femme, elle est, bien que son âme elle soit plus haute, etc., elle est justement capable à ce moment-là d'accepter, parce qu'elle est haute, parce qu'elle est près de Dieu, beaucoup plus près, elle est capable d'accepter d'être le kéli, d'être l'ustensile qui va donner à l'homme la possibilité de se réaliser. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà.